Le père a vendu sa fille malade à un inconnu pour rembourser des dettes exorbitantes. Des années plus tard, il est rentré chez lui et a été choqué de découvrir ce qu'ils avaient fait à sa fille. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ronald était le père de 2 filles, Lorina et Francine, et le mari de Sylvia. Malgré ses rôles dans sa vie, il était connu pour son manque de patience et sa froideur au sein du foyer. Il n'était pas rare que Ronald se plaigne de tout, des plus petites saletés aux conversations innocentes pendant le dîner. Il consacrait rarement du temps à ses filles, lorsqu'il le faisait, ses paroles étaient pleines de critiques ou d'ordre. Sylvia, d'autre part, faisait de son mieux pour garder la maison en ordre et créer un environnement aimant, mais l'attitude de Ronald semblait toujours ternir tout effort. Ce n'était pas un homme que les autres décriraient comme gentil ou présent. Sa priorité était le travail et le poids de ses responsabilités semblait toujours justifier son mauvais tempérament. Cette nuit-là, Ronald est arrivé à la maison, dégageant de la fatigue et de l'irritation. Le bruit fort de la fermeture de la porte avec force était déjà un avertissement qu'il était de mauvaise humeur. Lorina et Francine étaient par terre dans le salon, entourées de papiers colorés, dessinant avec enthousiasme. Sylvia, dans la cuisine, préparait le dîner tout en gardant un œil vigilant sur ses filles. Dès que la porte du salon s'est ouverte, Lorina a couru excitée avec un papier à la main. Son visage s'est illuminé de la joie de partager quelque chose de spécial avec son père. « Papa, regarde ce que j'ai fait à l'école aujourd'hui, c'est un dessin des 4 d'entre nous. Je l'ai fait en pensant à toi », a dit Lorina en brandissant la feuille avec fierté, attendant avidement des éloges. Ronald est passé directement devant elle, laissant échapper un soupir de frustration en jetant sa mallette sur le canapé. Il a à peine regardé Lorina, qui tenait maintenant le dessin avec des mains tremblantes, essayant de comprendre pourquoi son père n'était pas intéressé. « Pas maintenant, Lorina. Tu ne vois pas que je suis fatigué ? J'ai passé toute la journée à écouter des problèmes au travail. Je n'ai pas la patience pour ça maintenant. » Il s'est affalé dans le fauteuil, laissant échapper un gémissement en desserrant sa cravate et en allumant la télévision, ignorant complètement le silence inconfortable qui s'était installé dans le salon. Sylvia observait de loin avec une expression désapprobatrice, mais déjà habituée à l'indifférence de Ronald. Lorina est restée immobile pendant quelques secondes, ne sachant pas quoi faire. Francine, la plus jeune, regardait la scène avec un mélange de confusion et de tristesse, ne comprenant pas pourquoi son père était si distant. Sylvia, toujours en train de remuer le pot sur la cuisinière, a essayé d'alléger la situation. « Ronald, peut-être pourrais-tu regarder le dessin des filles après le dîner. Elles veulent juste partager quelque chose avec toi », a-t-elle dit en essayant d'adoucir son ton. Il n'a pas répondu, a simplement passé sa main sur son visage et a marmonné quelque chose d'inintelligible, comme si tout autour de lui n'était qu'un bruit lointain. Soudain, Lorina a mis sa main sur sa poitrine, les yeux écarquillés et le visage commençant à pâlir. « Maman, je ne me sens pas bien », a-t-elle murmuré, sa voix faible et tremblante. Sylvia, qui était dans la cuisine, a immédiatement tout lâché et a couru dans le salon où elle a vu Lorina titubant vers la table à manger. « Lorina, que se passe-t-il ? Parle-moi, mon amour », a supplié Sylvia en tenant sa fille par les épaules, essayant de la stabiliser. Francine, la plus jeune, a arrêté de dessiner et a regardé la scène, paralysée par la peur qui prenait possession de chaque recoin de la pièce. Enfin, le lointain hurlement de la sirène a brisé le silence angoissant de la pièce. Sylvia a soupiré avec soulagement mais la peur la tenait toujours serrée alors qu'elle serrait sa fille contre sa poitrine. « Ils arrivent, mon amour. Tiens bon, encore un peu, tu iras bien », a-t-elle dit en essayant de paraître confiante, bien que son cœur soit en miettes. Francine est restée proche de sa mère et de sa sœur, les serrant toutes les deux étroitement, comme si son petit corps pouvait les protéger de toute souffrance. Même avec l'arrivée imminente de l'ambulance, Sylvia n'a pas pu se débarrasser du sentiment d'impuissance qui l'envahissait alors qu'elle regardait Lorina et priait silencieusement que l'aide soit arrivée à temps. Les ambulanciers se sont précipités à l'intérieur avec du matériel, questionnant rapidement Sylvia. Elle a essayé de répondre mais ses mots sont sortis étouffés par les sanglots. Elle s'est évanouie. Elle se plaignait de douleur et maintenant elle ne répond plus correctement, a-t-elle dit en tenant le visage de Lorina comme si cela pouvait empêcher la fille de partir. Ronald, appuyé dans un coin de la pièce, regardait la scène les bras croisés et une expression d'impatience. « Ça prend beaucoup trop de temps. Vous ne pouvez pas faire ça plus vite ?» a-t-il grogné pendant qu'un des ambulanciers lui lançait un regard désapprobateur. Francine observait tout en s'accrochant au bras de sa mère, les yeux grands ouverts et brillants de larmes. « Maman, elle va aller bien, n'est-ce pas ?
a-t-elle demandé, sa voix fragile et pleine de peur. Avant que Sylvia ne puisse répondre, Ronald a reniflé bruyamment. Arrête de poser des questions, Francine. Ça ne changera rien. Sois juste tranquille et ne te mets pas en travers du chemin. Les mots ont coupé comme un couteau et Sylvia lui a lancé un regard cinglant mais n'a pas répondu. Tout ce qui comptait à ce moment-là, c'était Lorina à l'hôpital. L'équipe médicale a rapidement pris le relais, emmenant Sylvia et Francine pendant qu'ils emmenaient Lorina aux urgences. Ronald a refusé d'entrer dans la salle d'attente, préférant rester à l'extérieur de l'hôpital, fumant et regardant son téléphone. Sylvia a essayé de l'appeler mais a été ignorée. Seule avec Francine, elle a serré la fille et a prié silencieusement, le temps semblant s'être figé alors qu'elles attendaient des nouvelles. Lorsque le médecin est enfin arrivé, son expression sombre révélait ce que Sylvia craignait le plus. « Je suis désolé », a-t-il commencé. « Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais Lorina n'a pas survécu. » Sylvia a senti ses jambes fléchir, serrant Francine contre sa poitrine. La fille, confuse, a levé les yeux vers sa mère. « Maman, qu'est-ce qu'il veut dire ? Lorina ne rentre-t-elle pas à la maison ?» a-t-elle demandé, sa voix tremblante. Sylvia a secoué la tête, incapable de répondre alors que des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Lors des funérailles, Sylvia a essayé de rester forte en réconfortant Francine, mais Ronald semblait déconnecté de tout, regardant dans le vide. Il est arrivé en retard et a passé la plupart du temps au téléphone à discuter de questions professionnelles. Lorsque le cercueil a été descendu, Sylvia a tenu Francine étroitement, essayant de la protéger de la douleur. Ronald est resté distant, ne jetant même pas un dernier regard sur la tombe de Lorina. Sur le chemin du retour à la maison, il a conduit précipitamment, ignorant le silence angoissant dans la voiture. À son arrivée, il est allé directement à son bureau, laissant Sylvia et Francine dans le salon. Les jours qui ont suivi ont été encore plus tendus. Ronald est devenu de plus en plus irritable, déversant son humeur sur Sylvia et ignorant complètement Francine. Une nuit, alors que Sylvia préparait le dîner, Francine a ressenti une soudaine sensation de vertige et s'est précipitée vers la salle de bain. Sylvia a entendu le bruit de sa fille vomissant et a tout lâché pour se précipiter vers elle. « Francine, mon amour, que se passe-t-il » a-t-elle demandé en tenant les cheveux de sa fille alors qu'elle se penchait sur l'évier, pâle et tremblante. Avant que Francine puisse répondre, Ronald est apparu à la porte avec une expression fermée. Elle cherche juste de l'attention. Ces enfants inventent n'importe quoi pour éviter les responsabilités. Donne-lui un peu d'eau et c'est tout. Sylvia s'est immédiatement levée, se plaçant entre Ronald et Francine. Tu ne vois pas qu'elle est vraiment malade ? Elle a besoin d'un médecin, Ronald. Elle a répliqué, sa voix ferme et pleine d'indignation. Ronald a reniflé et a quitté la cuisine en marmonnant quelque chose sur un drap inutile, l'ignorant. Sylvia a aidé Francine à se changer et l'a emmenée à l'hôpital. Lors de la consultation, le médecin a examiné Francine attentivement pendant que Sylvia tenait la main de sa fille. Après quelques tests initiaux, il est revenu avec une attitude sérieuse. « Madame Sylvia, votre fille présente un état préoccupant. Nous devrons effectuer plus de tests pour mieux comprendre, mais il est possible qu'elle fasse face à quelque chose de grave. Le traitement sera délicat et nécessitera beaucoup de soins, a-t-il expliqué d'une voix professionnelle mais compatissante. Sylvia a ressenti le poids de ses paroles tandis que Francine la regardait avec des yeux effrayés. « Maman, je vais bien, n'est-ce pas ?» a demandé Francine faiblement. Sylvia a pris une profonde respiration et a répondu, les larmes aux yeux, « Oui, mon amour, nous allons surmonter cela ensemble, je le promets. Je prendrai soin de toi. » Lorsqu'ils sont rentrés à la maison, Ronald était sur le canapé en train de regarder la télévision. Il n'a même pas regardé Francine et Sylvia à leur entrée. « Alors, ce n'était que des bêtises comme je l'ai dit ?» a-t-il demandé avec dédain. Sylvia n'a pas répondu, s'est contentée d'emmener Francine dans sa chambre, déterminée à protéger sa fille à tout prix, même s'il devait affronter Ronald. Sylvia a soigneusement emmené Francine se coucher, la couvrant avec la couverture tout en caressant ses cheveux. La fille a fermé les yeux, épuisée, et Sylvia est restée à ses côtés pendant quelques minutes pour s'assurer qu'elle s'était endormie. En quittant la chambre, elle a doucement fermé la porte et s'est dirigée vers le salon où Ronald restait affalé sur le canapé, les yeux rivés sur la télévision. Ronald a commencé à essayer de garder sa voix stable mais suffisamment basse pour ne pas réveiller Francine. Le médecin a dit que son état est sérieux. Nous devons retourner à l'hôpital demain pour déterminer le coût du traitement et ce qui sera nécessaire, a-t-il annoncé. Ronald a changé de chaîne brusquement et a répondu sans même la regarder, « Et où penses-tu que l'argent va venir pour ça ? Sylvia,
Tu penses que je suis une imprimante à argent? Sa voix s'est élevée, chargée de colère. C'est la filtre. Peu importe combien cela coûte, nous devons faire quelque chose. Sylvia a rétorqué en essayant de retenir ses larmes. Ronald a finalement fixé son regard sur elle, les yeux plissés et l'expression dure. J'irai à cet hôpital demain, mais si c'est encore du drame, il y aura des conséquences. J'en ai assez de ces maladies qui ne font que me gêner. Il s'est levé en ramoyant et a quitté la pièce, laissant Sylvia seule en retenant ses larmes pour ne pas réveiller sa fille. À son arrivée à l'hôpital le lendemain matin avec des pas lourds, son expression irritée était évidente, il ne voulait pas être là, mais Sylvia avait insisté et il n'avait pas d'autre choix. La salle d'attente du bureau était froide et impersonnelle, avec des chaises en plastique et un éclairage blanc qui semblait plus hostile qu'accueillant. Ronald s'est assis sur une chaise près de la porte, tapant du pied au sol à un rythme régulier en attendant que le médecin l'appelle. Lorsqu'il a finalement été reçu, sa posture n'était pas celle de quelqu'un de préoccupé, mais de quelqu'un qui voyait cette situation comme une autre obligation irritante dans une longue liste de problèmes qu'il ne voulait pas affronter. « Monsieur Ronald, merci d'être venu. Nous devons parler de l'état de Francine et des étapes de traitement nécessaires », a commencé le médecin d'un ton neutre mais ferme. Il s'est assis derrière le bureau, plaçant une feuille de papier dessus, remplie de valeurs et de descriptions de procédures. Son état est délicat et nécessite des soins continus, une médication spécifique, des séances de thérapie, et selon ses progrès, des procédures plus invasives à l'avenir. Malheureusement, cela a un coût élevé, comme vous pouvez le voir ici. Ronald a regardé la feuille et a froncé les sourcils, ses yeux parcourant les chiffres. Il a senti son sang monter à sa tête en assimilant ce qui était dit. C'est un outrage. Tu penses que je suis fabriqué d'argent? Comment t'attends-tu à ce que je paie cela? A-t-il répliqué en repoussant la feuille vers le médecin. Le médecin est resté calme, mais son expression a légèrement pardonné. Je comprends que c'est un coût élevé, mais ce sont des traitements essentiels pour que Francine ait une chance de se rétablir. De plus, je dois vous rappeler que vous avez toujours une dette impayée liée au traitement de votre fille Lorina. À l'époque, vous avez choisi des alternatives plus coûteuses et malheureusement, cette dette est toujours en suspens. Les paroles du médecin semblaient exploser dans l'esprit de Ronald. Il s'est levé brusquement, reposant ses mains sur le bureau. C'était il y a longtemps. Penses-tu que c'est juste de continuer à me rappeler ça maintenant? Ce qui est arrivé avec Lorina ne suffit-il pas? Maintenant, tu veux que je m'endette encore plus à cause de ça, a-t-il crié, la voix montante. Le médecin, imperturbable, a répondu, vous avez pris vos décisions à l'époque et les conséquences sont là maintenant. La santé de votre fille nécessite une action immédiate, mais bien sûr, la décision vous appartient. Ronald a regardé le médecin comme s'il voulait l'attaquer mais s'est retenu. Il a pris les feuilles que le médecin lui avait données et est parti d'un pas lourd, lançant des jurons en traversant le couloir vers la sortie. Dans la voiture, Ronald a frappé le volant plusieurs fois avant de démarrer. Ces médecins pensent qu'ils peuvent diriger ma vie, mes dettes, mes traitements, mes responsabilités comme si c'était si facile, a-t-il grogné, se sentant écrasé par la situation. Il est rentré chez lui avec l'esprit tourbillonnant, planifiant déjà comment évacuer sa frustration. À son retour à la maison, Sylvia était dans la cuisine en train de préparer quelque chose pour le dîner. Francine, avec un visage pâle et des yeux fatigués, était assise dans le salon, essayant de terminer un dessin, mais ses mains tremblaient. Ronald est entré en claquant la porte, jetant les papiers de l'hôpital sur la table de la cuisine. « Regardez, Sylvia, le traitement pour ta précieuse fille. Tu sais combien ça va coûter une fortune et ils veulent toujours me facturer une vieille dette. Ces médecins sont des opportunistes, a-t-il dit. Sylvia a ramassé les papiers et a commencé à lire. Ronald, c'est sérieux. Francine a besoin d'aide rapidement, peu importe le coût. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour la sauver, a répondu Sylvia en essayant de rester calme. Ronald a ri méprisamment, son expression amère. Sauver? Tu penses que l'argent pousse sur les arbres? Que suggères-tu, que je vende la maison, que j'abandonne tout pour m'occuper de ça? Tu penses que ça va marcher juste parce que tu veux jouer au héros? A-t-il répliqué. Pendant le dîner, l'atmosphère était tendue. Sylvia a servi un bol de soupe légère pour Francine, qui essayait de manger mais semblait n'avoir aucun appétit. Lorsqu'elle a essayé de porter la cuillère à sa bouche, sa main a tremblé, renversant un peu de soupe sur l'assiette. Peu après, elle a commencé à tousser et à se tenir le ventre, clairement nauséeuse. « Maman, je ne peux pas, je me sens malade », a chuchoté Francine en tenant le bras de Sylvia. Sylvia a rapidement placé sa main sur le front de la fille, réalisant qu'elle avait chaud. « Calme-toi, mon amour.
Nous allons arranger ça, a-t-elle dit en essayant de la stabiliser. Ronald, cependant, n'a pas caché son irritation. Et voilà encore. Elle ne peut même pas manger. Quoi d'autre va-t-il se passer? Cet endroit commence à ressembler à un hôpital, pas à une maison, a-t-il râlé en repoussant son assiette. Sylvia l'a regardé avec incrédulité. Ronald, as-tu entendu le médecin? Elle a besoin de soins, ce n'est pas sa faute, elle est comme ça, a-t-elle répliqué. Ronald a ri méprisamment en se levant de table. Que ce soit sa faute ou non, cela ne change pas le fait que cela me gêne. Je n'ai pas le temps de gérer plus de problèmes, j'en ai déjà assez, a-t-il dit en quittant la pièce en se dirigeant vers le canapé. Francine a commencé à pleurer doucement, essayant de se cacher dans les bras de Sylvia, qui la serrait étroitement. Plus tard, dans une tentative d'alléger la tension, Sylvia a sorti le violon qu'elle gardait depuis des années et l'a tendu à Francine. « Tiens, mon amour, voulons-nous essayer de jouer ensemble? Je vais t'apprendre quelque chose de simple, a-t-elle dit en ajustant l'instrument. Francine a essayé de sourire malgré sa détresse et a tenu le violon avec précaution. Sylvia a commencé à enseigner quelques notes de base. Pendant un moment, la fille semblait oublier ses problèmes. Cependant, la tranquillité a été interrompue lorsque Ronald est entré dans la pièce, les yeux fixés sur le violon. Qu'est-ce que c'est maintenant? Des cours de musique? Elle ne peut même pas tenir une cuillère, mais elle peut jouer du violon? Quel rire! A-t-il crié en s'approchant du lit et en arrachant l'instrument des mains de Francine. Si elle a la force pour ça, elle a la force d'aider autour de la maison. Allez, nettoie le salon maintenant, Francine, a-t-il ordonné en jetant le violon sur le lit. Francine a essayé de protester, mais sa voix est sortie faible. Papa, je ne vais pas bien, je ne peux pas, a-t-elle chuchoté, mais Ronald l'a ignoré. Assez d'excuses. Tu vas apprendre que dans cette maison, personne ne reste inactif. Allez-y, a-t-il exigé en pointant la porte. Sylvia s'est interposée entre les deux, les yeux brillants de colère. Ronald, elle est malade. Tu ne vois pas ce que tu lui fais? C'est de la cruauté. Ronald a regardé Sylvia avec mépris. Cruauté? Tu veux savoir ce qui est cruel? De devoir gérer tout ça seul. J'en ai marre de porter cette famille sur mes épaules pendant que tout le monde fait semblant d'être la victime, a-t-il dit avant de quitter la pièce en claquant la porte. Sylvia a tenu Francine dans ses bras, essayant de la calmer. Je suis désolée, mon amour. Je ne le laisserai pas te traiter comme ça, je te le promets, a-t-elle dit en serrant la fille étroitement. Francine, épuisée, a simplement fermé les yeux, souhaitant que ce cauchemar prenne fin. Chaque jour qui passait, Ronald devenait de plus en plus insensible et Sylvia savait que protéger sa fille serait une bataille constante. Ce matin-là, Ronald s'est réveillé encore plus irrité que d'habitude. Sylvia était déjà partie travailler, laissant le petit déjeuner prêt et une liste de corvées pour lui, comme elle le faisait les jours où elle devait travailler. Il a complètement ignoré la note laissée sur la table, mais il n'a pas pu s'empêcher de remarquer que Francine était assise dans un coin du salon, une couverture sur les épaules, respirant lentement et avec difficulté. Elle avait l'air épuisée, les yeux enfoncés et le visage pâle, mais cela n'a suscité aucune empathie chez Ronald. Au contraire, il la regardait avec dédain. « Tu vas rester là toute la journée en ayant l'air d'un invalide ?» a-t-il demandé, sa voix pleine de sarcasme. Francine a levé les yeux vers son père mais n'a rien dit. Elle savait que toute réponse ne ferait qu'aggraver la situation. « Lève-toi, Francine. Cette maison est en désordre. Sylvia m'a laissé cette liste de trucs à faire et c'est toi qui vas t'en occuper, a-t-il ordonné en lui lançant un torchon. « Papa, je ne peux pas, je suis trop fatiguée, » a murmuré Francine, sa voix faible. Elle a essayé de se lever, mais ses jambes tremblaient comme si elles allaient céder à tout moment. Ronald a reniflé et s'est approché d'elle, la saisissant par le bras et la tirant violemment debout. Fatigué? Fatigué de quoi? Tu penses que c'est un hôtel? Bouge-toi, va nettoyer la salle de bain d'abord. Si tu as la force d'être malade, tu as la force de travailler. Francine a trébuché jusqu'à la salle de bain, traînant les pieds et tenant le torchon. À chaque mouvement, son corps semblait crier de repos, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. Ronald est resté à la porte, les bras croisés, la regardant nettoyer plus vite. Francine, c'est le mieux que tu puisses faire? Même ta sœur faisait mieux et elle était plus jeune que toi, a-t-il dit sur un ton qui semblait conçu pour détruire toute once d'estime de soi que la fille pouvait encore avoir. Lorsqu'elle a enfin fini la salle de bain, Francine a senti ses jambes s'affaiblir et s'est appuyée contre le mur. « Papa, s'il te plaît, puis-je me reposer un peu ?» a-t-elle demandé, presque en suppliant. Ronald a secoué la tête en riant. « Reposer? Tu viens à peine de commencer.
Va nettoyer la cuisine maintenant. Je veux que tout brille quand ta mère reviendra, ou tu veux qu'elle voie à quel point tu es inutile. Francine s'est traînée jusqu'à la cuisine, le torchon trempé glissant de ses mains alors qu'elle essayait de nettoyer le sol. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage, elle n'avait pas la force de résister ou de se disputer. Chaque mot cruel de Ronald semblait peser encore plus lourd sur ses épaules et la fille se retirait de plus en plus dans son propre silence. Elle savait qu'il n'y avait personne pour la défendre à ce moment-là. Le lendemain, Ronald a décidé qu'il devait donner une leçon à Francine après s'être plaint de l'état de la maison. Malgré tous ses efforts, il a annoncé « Aujourd'hui, je vais t'emmener manger quelque chose, mais ne pense pas que c'est une récompense. Je veux que tu comprennes à quel point tu dois apprendre à te débrouiller seule. » Francine, ne comprenant pas, a simplement hoché la tête, essayant d'ignorer l'inconfort dans sa poitrine et la faiblesse dans son corps. Quelque chose qui signifiait sortir de la maison semblait à première vue un soulagement. Ils sont arrivés dans un snack-bar du centre-ville, un petit endroit animé avec l'odeur des hamburgers et des frites flottant dans l'air. Ronald a commandé 2 hamburgers et un soda, mais au lieu de s'asseoir avec Francine, il est resté à côté d'elle. Lorsque les commandes sont arrivées, il a placé son assiette sur la table et a affiché un sourire forcé. « Maintenant, tu vas manger seul et apprendre à rester ici sans dépendre de personne. Je vais aller m'occuper de quelques affaires et revenir plus tard, » a-t-il dit avant de sortir par la porte sans regarder en arrière. Francine est restée immobile, tenant le hamburger avec des mains tremblantes. Elle a regardé autour d'elle, voyant d'autres personnes assises à des tables avec leur famille ou amis, riant et parlant. Elle a ressenti une pointe de tristesse en réalisant à quel point sa vie était différente. Elle a essayé de prendre une bouchée du snack, mais son estomac déjà ébranlé n'acceptait pas la nourriture et elle a remis le hamburger sur l'assiette. Le temps a passé et Ronald n'est pas revenu. Elle a regardé par la fenêtre, essayant de trouver un signe de sa présence. Mais tout ce qu'elle voyait, c'était des inconnus pressés de passer. Les heures ont traîné et Francine a commencé à se sentir complètement abandonnée. Le soleil a commencé à se coucher et le snack-bar s'est vidé. Un serveur s'est approché de la table, demandant si elle attendait quelqu'un. Francine a essayé de répondre, mais sa voix est sortie si bas qu'il a dû se pencher pour entendre. « Mon père a dit qu'il reviendrait », a-t-elle chuchoté en retenant ses larmes. Le serveur a donné un regard concerné mais est retourné au comptoir sans savoir quoi faire. Finalement, tard dans la nuit, Ronald est entré dans le snack-bar comme si de rien n'était. Francine était assise au même endroit avec l'assiette intacte devant elle, les yeux rouges de pleurs et la posture semblant plus petite comme si elle voulait disparaître. « Eh bien, tu es toujours là. Je pensais que tu serais parti te débrouiller seul, » a dit Ronald en riant en attrapant le hamburger de son assiette et en prenant une bouchée. Francine n'a pas répondu, elle n'avait plus la force de se disputer ou de pleurer. Tout ce qu'elle voulait, c'était rentrer à la maison, loin de ce regard brûlant sur sa peau. Ronald, réalisant qu'il était observé, s'est rapidement levé. « Allez, lève-toi, il est tard », a-t-il dit en tirant le bras de Francine. Elle l'a suivi sans protester, son corps lourd comme du plomb. Sur le chemin du retour, Ronald a essayé de justifier son comportement. « C'est pour ton bien, tu sais que tu dois apprendre à être forte, à te débrouiller seule. La vie ne sera pas facile pour toi, Francine. Mieux vaut que tu apprennes ça maintenant que de te voiler la face en pensant que le monde te traitera bien, » a-t-il dit, ignorant l'impact de ses paroles. Francine a simplement regardé devant elle, ne disant rien. Chaque phrase de Ronald semblait être une autre brique dans un mur qu'elle construisait autour d'elle. À leur retour à la maison, Sylvia les attendait déjà dans le salon. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi avez-vous mis autant de temps ?» a-t-elle demandé, inquiète. Ronald a haussé les épaules. « Oh, on est juste allé manger quelque chose, rien de spécial, » a-t-il répondu. Francine a silencieusement monté les escaliers sans regarder sa mère. Sylvia a remarqué le visage abattu de sa fille mais a décidé de ne pas insister à ce moment-là, préférant aller la chercher plus tard. Francine est entrée dans sa chambre et a fermé la porte, se laissant tomber sur le lit. Elle a fermé les yeux, essayant de retenir ses larmes mais n'a pas pu. À ce moment-là, elle s'est promise de ne plus rien demander. Si elle devait continuer à souffrir, au moins elle ne donnerait pas à Ronald la satisfaction de l'avoir brisé. Le ressentiment grandissait en elle, se transformant en un silence profond et une barrière qui repoussait de plus en plus tout espoir de se rapprocher de son père. Le jour suivant, Ronald est entré à contre-cœur au supermarché avec Francine. La fille était visiblement abattue, avec de profondes cernes sous les yeux et des pas lents, presque trébuchant à chaque mouvement malgré son état. Il avait insisté pour qu'elle l'accompagne. « Je ne vais pas tout porter moi-même.
Tu dois apprendre à être utile d'une manière ou d'une autre, même si tu es malade, avait-il dit. Avant de quitter la maison, Ronald poussait le chariot hâtivement à l'intérieur du magasin, jetant les produits sans trop y penser. Francine essayait de suivre mais sa faiblesse était évidente. Soudain, elle a commencé à se sentir étourdie, sa vision s'est embrouillée et elle s'est appuyée contre une étagère pour éviter de tomber. Ronald, remarquant que la fille s'arrêtait, s'est tourné vers elle avec irritation. « Quoi maintenant, Francine ? Tu vas t'évanouir en plein milieu du marché ? Allez, tout le monde pense déjà que je suis un père terrible à cause de toi, a-t-il crié, attirant l'attention de quelques personnes proches. Francine a essayé d'expliquer, mais sa voix est sortie basse et brisée. « Papa, je ne peux pas, je suis vraiment étourdie. » Avant qu'elle puisse terminer, Ronald l'a arrachée par le bras de force. « C'est juste des bêtises de ta part, il n'y a rien qui ne va pas avec toi, tu veux juste de l'attention, » a-t-il crié, sa voix forte résonnant dans l'allée. Les clients autour ont commencé à le regarder avec des regards désapprobateurs. Parmi les clients, un homme nommé Arthur, qui venait de prendre quelques produits, s'est arrêté en entendant les cris. Il a observé la scène pendant quelques instants avant de s'approcher. « Excusez-moi, monsieur », a dit Arthur sur un ton poli mais ferme. « Elle semble très malade, peut-être serait-il mieux que vous l'emmeniez chez un médecin. » Ronald a plissé les yeux, s'approchant d'Arthur. « Qui pensez-vous être pour me dire quoi faire avec ma fille ? Prendre soin d'elle est mon problème, pas le vôtre, a-t-il rétorqué de manière agressive. Arthur a fait un pas en arrière, essayant de rester calme. « J'essaie juste d'aider, elle a besoin de soins, » a-t-il insisté en regardant Francine, qui était maintenant assise par terre, respirant avec difficulté. « Je n'ai pas demandé ton aide, » a crié Ronald en poussant le chariot en avant. Il a attrapé Francine par le bras, la forçant à se lever et l'a traînée hors du supermarché. Arthur est resté immobile un instant, observant Ronald partir avec la fille. Quelque chose dans cette scène le dérangeait profondément, mais il savait qu'il ne pouvait rien faire de plus à ce moment-là. Plus tard, alors que Ronald était dans le parking en attendant Sylvia, il a aperçu Arthur parlant à une femme tenant des flyers. Il a entendu une partie de la conversation et a découvert qu'Arthur essayait d'adopter un enfant. Une idée a commencé à se former dans son esprit et il a décidé d'agir. Il s'est approché d'Arthur avec un sourire qui semblait forcé. « Et, à propos de tout à l'heure, je pense que j'ai mal commencé. J'ai entendu dire que vous essayez d'adopter un enfant, peut-être que je peux aider, » a dit Ronald d'un ton plus amical que d'habitude. Arthur l'a regardé avec suspicion, mais le désir d'aider un enfant parlait plus fort. « Vraiment ? Comment pourrais-tu m'aider ? » a-t-il demandé. Ronald a ri en tapotant Arthur sur l'épaule, plus âgés comme s'ils étaient de vieux amis. « Je connais des endroits qui peuvent faciliter le processus. Demain, je peux te montrer où c'est. Que diriez-vous de nous rencontrer le matin ? Je t'y a-t-il dit. Arthur a souri, soulagé. « Ce serait génial, merci. Je veux vraiment faire une différence dans la vie d'un enfant, » a-t-il répondu. Ronald a hoché la tête en serrant la main d'Arthur avant de partir, déjà pensant à ce qu'il ferait le lendemain matin. Arthur est arrivé à l'endroit convenu, désireux d'en savoir plus sur ces lieux d'adoption. À sa surprise, Ronald était accompagné de Francine, qui portait des vêtements propres mais visiblement trop grands, comme si elles avaient été choisies à la hâte. La fille portait une petite valise à la main, les yeux fixés sur le sol. Arthur a ressenti un léger malaise en voyant son expression, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Ronald a commencé à parler. « Eh bien, j'y ai beaucoup réfléchi et j'ai réalisé que vous pouvez aider un enfant immédiatement. Voici ma fille Francine, c'est une fille travailleuse, mais je ne peux plus m'occuper d'elle, » a dit Ronald sans la moindre émotion dans la voix. Les yeux d'Arthur se sont agrandis de confusion. « Attendez, vous m'offrez votre fille ? Je pensais que vous alliez m'emmener dans un lieu d'adoption, » a-t-il demandé. « C'est exactement ce que je fais, » a répondu Ronald en croisant les bras. « Réfléchissez vous lui offrirez une meilleure vie. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'une compensation financière, disons assez pour rembourser mes dettes d'hôpital, » a-t-il ajouté. Arthur a fait un pas en arrière, choqué. « C'est vendre un enfant ? Êtes-vous fou ? Je pensais que vous alliez m'aider, pas faire une proposition aussi absurde, » a-t-il dit en élevant la voix. Ronald, cependant, est resté implacable. « Regarde, c'est simple. Vous voulez adopter, j'ai besoin d'argent. Tout le monde y gagne. En plus, regarde-la, » a-t-il dit en pointant Francine. « Elle est malade et a besoin de soins que je ne peux pas fournir. Tu vas dire que tu ne veux pas aider ?» Arthur a regardé Francine, qui tenait la valise avec des mains tremblantes, les yeux remplis de larmes. Il a remarqué à quel point elle était mince,
ses os presque visibles sur ses bras. La fille a finalement levé la tête, réalisant ce qui se passait. « Papa, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne me laisse pas ici », a supplié Francine, les larmes coulant sur son visage. Elle a laissé tomber la valise et a attrapé le bras de Ronald. « Je promets que je vais aller mieux, je vais travailler plus dur, mais ne m'abandonne pas », a-t-elle supplié. Ronald a arraché son bras de force, repoussant Francine en arrière. « Arrête avec ce drame, Francine. Tu seras mieux avec lui qu'avec moi. »« Pourquoi ?» a-t-il dit. Arthur est resté paralysé pendant quelques secondes, luttant avec sa propre conscience. Il ne pouvait pas croire qu'un père était capable de faire une telle chose, mais il savait que Francine avait besoin d'aide. Il a soupiré, vaincu, et a sorti le chèque de sa poche. « Je vais aider la fille, mais c'est immoral et tu le sais », a-t-il dit en signant le chèque et en le tendant à Ronald. « Tu jettes l'unique chose qui compte ?» Ronald a pris le chèque sans montrer de remords. « Je fais ce que je dois faire, maintenant, c'est ton problème, Ronald. » Ronald s'est tourné et est parti sans regarder en arrière, laissant Francine pleurer par terre. Arthur s'est agenouillé à ses côtés, posant une main sur son épaule. « Tout ira bien, Francine, je te le promets, tu es en sécurité maintenant. » Mais Francine n'a fait que pleurer, incapable de croire que son père l'avait échangé contre de l'argent. Plus tard, Ronald est entré dans la maison à grands pas, avec une expression lourde et une enveloppe épaisse d'argent à la main. Sans dire un mot, il a jeté les clés sur la table et s'est dirigé directement vers la cuisine où il a ouvert une bouteille de whisky rangée dans le placard. Il a versé une généreuse quantité dans un verre, s'est assis à la table et a commencé à compter l'argent avec la calme d'une personne qui croit avoir résolu un problème majeur. Chaque billet était organisé en piles précises et Ronald regardait le résultat avec un sourire satisfait. « Cela va régler tous les problèmes une fois pour toutes », a-t-il marmonné en prenant une longue gorgée, laissant l'alcool brûler sa gorge. Sylvia est arrivée peu de temps après, épuisée d'une longue journée de travail. En entrant dans la maison, elle a remarqué le comportement étrange de Ronald et l'enveloppe sur la table. Quelque chose dans son regard lui a donné des frissons. « Qu'est-ce que c'est, Ronald ?» a-t-elle demandé, sa voix chargée de méfiance. Ronald a levé les yeux, a haussé les épaules et a pointé l'argent. « C'est ce qui va résoudre tous nos problèmes maintenant, tu peux arrêter de t'inquiéter », a-t-il répondu avec un sourire qui semblait plus être un masque. Sylvia a froncé les sourcils, s'approchant prudemment et a pris l'enveloppe pour voir son contenu. « D'où vient cet argent ?» a demandé Sylvia, sa voix maintenant plus ferme en réalisant que quelque chose n'allait pas. Ronald a détourné le regard en prenant une autre gorgée de whisky. « Ça n'a pas d'importance d'où ça vient, l'important, c'est qu'on peut maintenant payer les dettes de l'hôpital et passer à autre chose. » Il a essayé de paraître désintéressé, mais Sylvia n'a pas été dupée. Elle a posé l'enveloppe sur la table et a croisé les bras, son regard fixe sur Ronald. « Je veux la vérité, Ronald, qu'as-tu fait ?» a-t-elle insisté, sa voix maintenant chargée de tension. Ronald a soupiré et s'est appuyé contre sa chaise, regardant le plafond comme s'il cherchait une réponse pour minimiser l'impact de sa confession. Après un moment de silence, il a finalement parlé. « J'ai vendu Francine, elle était malade, avait besoin de soins que nous ne pouvions pas fournir, alors j'ai trouvé quelqu'un qui pouvait le faire, et maintenant nous avons assez d'argent pour tout payer. » Les mots sont sortis froids, sans émotion, comme s'ils décrivaient une simple transaction commerciale. Sylvia a senti le sol disparaître sous ses pieds. « Tu as vendu notre fille ?» a-t-elle demandé, sa voix presque inaudible, comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. « J'ai fait ce qu'il fallait, Sylvia, penses-tu que je le voulais ? Mais nous n'avions pas d'autre choix, c'était soit ça, soit la regarder continuer à souffrir ici sans traitement. » Ronald s'est levé en pointant l'enveloppe comme si c'était une justification solide. Cependant, Sylvia ne pouvait pas trouver les mots. Elle l'a simplement regardé avec des larmes aux yeux, respirant lourdement en essayant de comprendre ce qu'il avait fait. Finalement, elle a secoué la tête et a fait un pas en arrière. « Tu es un monstre, Ronald, comment as-tu pu faire ça ? C'est ta fille, notre fille, a-t-elle crié, sa voix chargée d'indignation et de douleur. Ronald a roulé des yeux, clairement agacé par la confrontation. « Arrête le drame, Sylvia, je l'ai fait pour elle, elle sera mieux avec lui qu'ici. Maintenant nous avons de l'argent pour tout résoudre et tu devrais être reconnaissante au lieu de m'attaquer, » a-t-il dit de manière défensive. Mais Sylvia ne pouvait plus rien entendre d'autre. Elle s'est retournée et a monté les escaliers en courant, les larmes coulant sur son visage. Ronald a crié après elle, « Et où vas-tu maintenant ? Tu vas fuir comme tu le fais toujours ?» Mais elle n'a pas répondu. Quelques instants plus tard, Sylvia est descendue avec une petite valise et son sac à main.
Elle s'est arrêtée à la porte en face de Ronald pour la dernière fois. Je ne peux pas continuer à vivre avec quelqu'un qui est capable de faire ça, pas après ce que tu as fait à Francine, a-t-elle dit, sa voix ferme mais chargée de tristesse. Ronald a secoué la tête en riant de manière dérisoire. Tu vas vraiment m'abandonner à cause de ça, après tout ce que j'ai fait pour soutenir cette famille, a-t-il demandé. Mais Sylvia ne l'a pas laissé terminer. Tu as détruit notre famille, Ronald, ne vois-tu pas que rien de tout cela n'est la faute de Francine mais la tienne et maintenant il est trop tard pour réparer, a-t-elle répondu. Sylvia est partie par la porte, laissant Ronald seul dans la maison. Le bruit de la porte qui claque a résonné dans l'espace vide et il est resté immobile pendant quelques minutes, regardant l'enveloppe d'argent sur la table. Finalement, il a attrapé le verre de whisky et a bu le reste en une seule gorgée. Il a essayé de se convaincre qu'il avait fait la bonne chose, mais les mots de Sylvia ne cessaient de résonner dans son esprit, « Tu es un monstre », se répétant comme une sentence. Assis dans le fauteuil, les jours suivants, Ronald a utilisé l'argent pour payer les dettes de l'hôpital, mais l'acte n'a pas apporté le soulagement qu'il espérait. Le silence dans la maison était oppressant et l'absence de Sylvia et Francine était comme une plaie ouverte. Il a commencé à fréquenter des bars chaque nuit, dépensant ce qui restait de l'argent en boissons et en jeux. Chaque gorgée d'alcool semblait éloigner momentanément la culpabilité, mais lorsque l'ivresse s'estompa, la réalité le frappait avec une force encore plus grande. Assis dans un bar une nuit, Ronald fixait le verre devant lui. « J'ai fait ce que je devais faire, ils ne comprendront jamais », a-t-il murmuré pour lui-même, mais ses mots semblaient vides. Le bruit autour de lui semblait lointain, comme s'il était dans un monde à part. Il a passé toute la nuit à boire jusqu'à ce qu'il puisse à peine se tenir debout avant de finalement tituber hors du bar et de prendre le chemin de la maison. À son arrivée, la maison semblait encore plus grande et plus froide qu'avant. Il a laissé les lumières éteintes, s'est assis sur le canapé et a regardé le plafond, se sentant complètement seul. Malgré ses tentatives de justifier ses actions, Ronald savait au fond de lui qu'il avait tout perdu. Sa cupidité et sa froideur l'avaient éloigné de sa famille et maintenant il ne lui restait que du regret et le vide qu'il s'était lui-même créé. Chaque jour qui passait, il sombrait plus profondément dans la décadence morale, devenant un sombre reflet de l'homme qu'il avait été autrefois. Pendant ce temps, Arthur a pris Francine avec précaution chez lui. Ils ont pris un bus pendant 12 heures jusqu'à une autre ville où il avait une maison. Bien sûr, il a gardé une distance respectueuse pendant qu'il marchait. La fille tenait sa petite valise fermement, comme si c'était la dernière chose qu'elle possédait encore. À leur arrivée, Arthur a ouvert la porte et s'est écarté pour la laisser entrer. « C'est ta nouvelle maison, Francine, tu n'as pas besoin d'avoir peur ici, personne ne te fera de mal », a-t-il dit d'un ton calme et accueillant. Francine a regardé autour d'elle avec prudence. La maison était bien éclairée et organisée, mais pour elle, elle semblait être un endroit étrange et froid, sans signe de familiarité. Arthur a remarqué son hésitation et a essayé d'alléger l'ambiance. « As-tu faim ? Je peux te préparer quelque chose, peut-être une soupe chaude ou un sandwich », a-t-il suggéré, mais Francine a simplement secoué la tête, refusant, ses yeux fixés sur le sol, évitant tout contact visuel. Arthur a soupiré et s'est assis dans un fauteuil proche, essayant de choisir les bons mots. « Je sais que tu as peur, c'est normal après tout ce qui s'est passé, mais je veux que tu saches que je suis là pour t'aider. J'ai vu comment ton père t'a traité dans ce supermarché et je ne pouvais pas l'ignorer. Personne ne mérite de vivre cela, encore moins un enfant, » a-t-il commencé, sa voix pleine de sincérité. Francine est restée silencieuse, serrant les poings sur ses genoux. Elle ne faisait pas confiance à Arthur malgré son ton doux, il n'était qu'un autre adulte qui disait de belles choses mais pouvait lui faire du mal le moment suivant. Arthur aperçut sa résistance et a décidé de partager quelque chose de plus personnel. « J'ai aussi perdu quelqu'un de très important, tu sais, ma fille. Elle avait presque ton âge quand un accident s'est produit. Cela a été difficile depuis, très difficile. Quand je t'ai vu, je me suis souvenu d'elle et j'ai pensé que peut-être je pourrais faire quelque chose pour toi que je n'ai pas pu faire pour elle, » a-t-il avoué, sa voix étranglée. Ces mots ont fait lever brièvement Francine la tête, mais la méfiance était toujours là. « Pourquoi as-tu fait ça ? Pourquoi m'as-tu acheté ?» a-t-elle demandé, sa voix basse mais chargée de ressentiment. Arthur a hésité un instant, sachant que la réponse ne serait pas facile à entendre. « Parce que je voulais te protéger, Francine. Je voulais m'assurer que tu avais une chance d'être heureuse et de grandir sans la souffrance que ton père t'a causée. Je sais que cela peut sembler étrange, mais mon intention n'a jamais été de te faire du mal, » a-t-il expliqué. Malgré l'explication, Francine ne se sentait pas en sécurité. Le traumatisme d'avoir été abandonnée par Ronald pesait toujours sur elle comme une ombre. À chaque mot d'Arthur,
elle sentait le nœud dans sa gorge grandir. « Je veux juste rentrer à la maison, je veux mon père », a-t-elle dit finalement, laissant les larmes couler. Arthur, bien que attristé, a essayé de la calmer. « Je sais que tu lui manques, c'est naturel, mais ton père n'a pas été juste avec toi, Francine. Ici, tu peux recommencer, » a-t-il dit, préparant une chambre pour Francine. Il l'a laissé se reposer, mais avant de partir, il a dit « Si tu as besoin de quelque chose, je serai dans la chambre d'à accent grave côté. Appelle juste, d'accord ?» Francine a hoché la tête, mais ses yeux restaient fixés sur la valise qu'elle avait placée près du lit. Lorsque la porte s'est fermée, elle s'est retrouvée seule dans un silence écrasant. Assise sur le lit, elle a regardé autour d'elle, observant le mobilier inconnu, l'odeur différente de la maison, tout criant que cet endroit n'était pas le sien. Pendant qu'Arthur dormait, Francine a commencé à planifier son évasion. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester là, malgré ce qu'Arthur disait. Elle ne lui faisait pas confiance et croyait que sa place était aux côtés de son père, peu importe ce qui s'était passé. Il était juste en colère, il ne voulait pas me vendre, il doit me chercher maintenant, a-t-elle murmuré pour elle-même, essayant de se convaincre. Prudemment, elle a pris sa valise et a ouvert la fenêtre, vérifiant s'il y avait un moyen de descendre sans faire trop de bruit. Francine a réussi à quitter la maison et a commencé à marcher dans la rue déserte, éclairée seulement par les réverbères qui projetaient de longues ombres sur le sol. Le vent froid de la nuit la faisait frissonner, mais elle était déterminée. « Je vais trouver mon père, il me ramènera à la maison », s'est-elle répétée dans son esprit comme un mantra. La marche semblait interminable, chaque coin révélant seulement plus d'obscurité et de rues inconnues. À l'intérieur, Francine ressentait un mélange de peur et d'espoir, la peur de l'inconnu et la possibilité de faire une erreur, mais aussi l'espoir que Ronald l'accueillerait de nouveau, qu'il dirait que ce n'était qu'un malentendu. Au fond d'elle, elle savait que cela pouvait être un désir illusoire, mais c'était le seul réconfort qu'elle avait à ce moment-là. Pendant ce temps, Arthur s'est réveillé et a réalisé que quelque chose n'allait pas. Lorsqu'il est entré dans la chambre de Francine et l'a trouvée vide, son cœur s'est emballé. Il s'est précipité dehors en l'appelant, mais la nuit semblait avaler sa voix. Arthur savait que Francine s'enfuyait, essayant de retourner vers son père, ce qui l'inquiétait encore plus. Il a attrapé ses clés de voiture et a commencé à conduire dans les rues, déterminé à la trouver avant qu'il n'arrive quelque chose de pire. Francine, maintenant fatiguée et froide, a commencé à se demander si elle avait pris la bonne décision. Ses jambes lui faisaient mal et sa respiration était lourde, mais elle a continué, guidée uniquement par le désir de trouver Ronald. « Il sera à la maison, il me pardonnera », a-t-elle murmuré alors que des larmes coulaient sur son visage. 3 hommes sont passés près d'elle, leurs visages illuminés par la faible lumière d'un lampadaire proche. Ils se sont arrêtés en la voyant dans cet état et ont commencé à se moquer d'elle. « Regarde ça, un petit cochon vomissant dans la rue, dégoûtant », a dit l'un d'eux en riant bruyamment. Un autre s'est approché, la regardant avec mépris. « C'est ce qui arrive à ceux qui n'ont nulle part où tomber, tu aurais dû rester où tu étais », a ajouté Pig pendant que les 2 autres riaient. Francine a essayé de les ignorer, mais leurs mots l'ont frappée comme des couteaux, chaque insulte augmentant l'humiliation qu'elle ressentait déjà. Les hommes sont partis en riant, laissant Francine seule avec son estomac noué et le goût amer dans sa bouche. Elle s'est essuyé la bouche avec sa manche et a essayé de se lever, mais ses jambes tremblaient trop. Elle a dû se reposer contre le lampadaire pour éviter de tomber. « Je veux juste disparaître », a-t-elle murmuré pour elle-même, les larmes se mêlant à la sueur sur son front. La honte, l'épuisement et la douleur la consumaient, mais elle savait qu'elle devait continuer. Peu après, un groupe de personnes est apparu au coin de la rue. Ils semblaient plus jeunes, habillés décontractés et bavardant avec animation. Lorsqu'ils ont remarqué Francine, leurs voix se sont abaissées et l'un d'eux s'est approché d'elle. « Ça va ?» a-t-il demandé avec une expression qui semblait vraiment authentique. Francine les a regardés avec espoir, peut-être enfin quelqu'un voulait-elle l'aider. « Je ne vais pas bien, je pense que j'ai besoin d'aide », a-t-elle dit, sa voix faible et brisée. Les jeunes ont échangé des regards avant de faire signe qu'elles viennent plus près. « Viens ici, on va t'aider », a dit une fille en prenant le bras de Francine et en la conduisant vers un endroit légèrement plus éclairé. Francine a ressenti un petit soulagement, croyant qu'elle avait enfin trouvé des personnes prêtes à se soucier d'elle, mais bientôt elle a réalisé que quelque chose n'allait pas. L'un des garçons a sorti une bouteille de lac de son sac à dos en riant. « Tu sais ce dont elle a besoin ? Un bain ?» a-t-il dit avant de vaporiser la laque sur le visage de Francine. L'odeur forte l'a fait tousser et pleurer, tandis que les autres riaient bruyamment. « Mieux maintenant, princesse », a moqué la fille, tandis que les autres continuaient de la ridiculiser.
Francine a essayé de s'éloigner, mais l'un d'eux a bloqué son chemin. « Calme-toi, on n'a pas encore fini la transformation », a-t-il dit en vaporisant plus de laque sur ses cheveux. À chaque rire, Francine sentait sa dignité se déchirer. Elle voulait crier, pleurer ou même courir, mais elle était trop faible. Elle pouvait à peine lever les bras pour se protéger. Finalement, ils se sont fatigués et sont partis, la laissant seule de nouveau. Francine s'est effondrée sur le trottoir, son corps tremblant et les larmes coulant incontrôlablement. L'odeur forte de la laque était toujours sur son visage et ses cheveux, et le sentiment d'humiliation semblait la broyer. Elle s'est accrochée à ses genoux, essayant de se protéger du monde autour d'elle, mais tout semblait perdu. Personne ne s'en souciait et elle n'était qu'une fille malade et abandonnée à la merci de la cruauté des étrangers. Allongée sur le trottoir, Francine a levé les yeux vers le ciel sombre, sa force finissant par s'épuiser. Elle a senti son corps devenir lourd, comme si chaque muscle abandonnait. « Pourquoi personne ne m'aide » a-t-elle murmuré, sa voix presque inaudible. La seule réponse était le bruit lointain des voitures passant et le vent froid coupant la nuit. Elle a fermé les yeux, se laissant emporter par la fatigue et le désespoir, espérant qu'au moins pour un instant, la douleur disparaîtrait. Arthur marchait dans les rues de la ville, inquiet depuis l'évasion de Francine. Il ne pouvait pas dormir. Il y avait quelque chose dans l'expression de cette fille, un mélange de douleur et d'espoir, qui ne le laissait pas abandonner. Il savait qu'elle était là, seule et vulnérable, et l'idée que quelque chose pourrait lui arriver le perturbait profondément. C'est alors que, en tournant un coin, il a vu une petite silhouette allongée sur le trottoir, recroquevillée comme si elle essayait de se protéger du monde. C'était Francine. Arthur s'est approché et s'est agenouillé à côté de la fille, posant une main sur son épaule. « Merci Dieu, je t'ai trouvé », s'est-il exclamé, l'inquiétude évidente dans sa voix. Elle était inconsciente, sa peau pâle et froide au toucher. Il a vérifié sa respiration et a soupiré de soulagement en réalisant que malgré sa faiblesse, elle était encore vivante. Sans perdre de temps, Arthur l'a soigneusement soulevée, la tenant dans ses bras comme si elle était faite de verre. « Tu es en sécurité maintenant », a-t-il murmuré, même s'il savait qu'elle ne pouvait pas l'entendre. En portant Francine à travers les rues silencieuses, Arthur a remarqué le son fort des rires venant d'un bar voisin. En regardant à l'intérieur, il a vu Ronald assis à une table entourée de bouteilles d'alcool et d'autres hommes qui riaient bruyamment et portaient des toasts. Le contraste entre le Ronald insouciant et la fille fragile dans ses bras l'a rempli d'indignation. Comment quelqu'un peut-il être si cruel, a-t-il pensé en continuant de marcher, détournant le regard pour ne pas laisser sa colère se montrer. Peu après, Francine a commencé à reprendre conscience. Elle a lentement ouvert les yeux, sentant le mouvement alors qu'Arthur la portait. « Que se passe-t-il » a-t-elle demandé, sa voix faible et hésitante. Arthur s'est arrêté un instant et l'a regardée avec un sourire rassurant. « Tu as perdu connaissance, mais tout va bien maintenant. Je t'emmène quelque part en sécurité », a-t-il expliqué, essayant de paraître calme malgré l'inquiétude toujours évidente dans ses yeux. Francine a regardé autour d'elle, reconnaissant les rues de la ville. C'est alors que, passant devant une autre fenêtre du bar, elle a vu son père Ronald rire, tenant un verre et semblant complètement inconscient de la souffrance de sa fille. La vue l'a frappé comme un coup dans l'estomac. « Il est là » a-t-elle demandé, des larmes commençant à couler sur son visage. Arthur a arrêté de la regarder attentivement, sachant qu'il ne pouvait pas mentir. « Oui, c'est lui, mais Francine, cela ne signifie pas que tu dois retourner vers lui. Il a fait des choix qui t'ont blessé, toi et tu méritais tellement plus que ça, » a-t-il dit. Les mots d'Arthur n'étaient pas suffisants pour contenir les larmes de Francine. « Il ne s'est jamais soucié de moi, n'est-ce pas? J'ai tellement voulu croire qu'il m'aimait, qu'il était juste en colère, mais qu'il ne me veut pas, » a-t-elle dit en sanglotant, sa voix chargée de douleur que Arthur reconnaissait bien. Il s'est assis sur un banc proche, tenant toujours Francine dans ses bras et l'a laissé se défouler. « Je sais que ça fait mal, Francine, mais parfois les personnes qui devraient nous protéger échouent et ce n'est pas ta faute, » a-t-il dit, sa voix pleine d'empathie. Les mots d'Arthur ont apporté un profond silence entre les deux. Francine écoutait attentivement alors qu'Arthur parlait. « Je sais que cela peut sembler étrange, mais je voulais te sauver. Je voulais que tu aies la chance, ma fille n'a jamais eu ça. Je ne voulais pas te voir brisée par quelqu'un qui devrait t'aimer et prendre soin de toi. Je sais que cela peut être difficile de me faire confiance, mais je te promets, Francine, que je ne veux que le meilleur pour toi, » a-t-il ajouté. Francine l'a regardé longtemps, essayant de comprendre ses intentions. Il y avait quelque chose dans la voix d'Arthur qui semblait authentique, quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti en entendant les mots de Ronald. Elle avait encore peur, mais « et si tu te lasses de moi aussi ?»
Et si je deviens une charge pour toi également? A-t-elle demandé, sa voix presque un murmure. Arthur a secoué la tête, serrant doucement Francine dans ses bras. Tu ne seras jamais une charge pour moi, Francine. Jamais, quoi qu'il arrive, je serai là pour toi, c'est promis, a-t-il dit, ses yeux pleins de sincérité. À ce moment-là, quelque chose en Francine a commencé à changer. Il y avait encore de la douleur, encore des doutes, mais une petite étincelle d'espoir commençait à émerger. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'elle pourrait peut-être trouver un endroit où elle serait vraiment acceptée. Arthur l'a de nouveau soulevée et a commencé à marcher vers sa maison, déterminé à donner à Francine les soins et la protection dont elle avait tant désespérément besoin. Bien que le chemin vers la confiance totale soit long, il savait qu'il ferait tout pour aider à reconstruire la vie de cette fille. Cette nuit-là, Francine était allongée dans le lit qu'Arthur avait préparé pour elle, mais le sommeil semblait impossible. La chambre était silencieuse et sûre, mais le sentiment de vide ne la quittait pas. La lumière tamisée de la lampe de chevet projetait de douces ombres sur les murs, mais rien ne pouvait alléger le poids dans son cœur. Elle a regardé le plafond, ses pensées tourbillonnant comme un ouragan. Finalement, elle a murmuré pour elle-même, comme si elle avait besoin d'entendre les mots pour les croire, « Maman me cherche, elle me manque ». Sa voix était un fragile murmure, mais chargé de douleur et d'espoir. Dans la chambre d'accent grave côté, Arthur a entendu le murmure étouffé de la fille. Il a hésité un instant, sa main suspendue au-dessus de la porte, mais a décidé de ne pas entrer. Il savait que Francine avait besoin de ce moment d'introspection, d'un temps pour traiter tout ce qui s'était passé. De l'autre côté du mur, elle a continué à parler, sa voix maintenant étranglée par les larmes qui commençaient à couler. Elle doit être maman, elle ne m'abandonnera jamais, pas comme papa, a-t-elle dit. Elle doit me chercher, elle doit être aussi perdue que je le suis. Ces mots étaient comme une supplique silencieuse pour une reconnexion, une tentative de garder l'espoir vivant au milieu de la douleur. Quand l'épuisement l'a finalement emporté, Francine a fermé les yeux, une larme solitaire continuant de couler sur son visage. Le lendemain matin, Francine s'est réveillée déterminée. Assise à la table pour le petit déjeuner, elle a regardé Arthur avec une expression résolue. « Je veux trouver ma mère », a-t-elle dit, sa voix ferme mais chargée d'émotion. Arthur a posé sa tasse de café sur la table, observant la fille attentivement. Il a vu la douleur dans ses yeux, mais aussi une détermination qu'il n'attendait pas. « Je comprends, Francine, et je vais t'aider. Nous commencerons par demander aux voisins et aux connaissances pour voir ce que nous pouvons découvrir, » a-t-il répondu avec un sourire encourageant. Ils ont commencé la recherche ce matin-là, frappant aux portes et parlant à quiconque pourrait avoir des informations sur Sylvia. Certaines personnes s'en souvenaient vaguement, une femme en détresse demandant désespérément sa fille, mais personne ne savait où elle était. Après des heures de recherche, un voisin âgé a offert l'indice le plus pertinent. « J'ai entendu dire que ton père, Ronald, avait été aperçu dans une autre ville. Il semble qu'il ait voyagé 12 heures juste pour boire dans les bars là-bas », a-t-il commenté en secouant la tête avec désapprobation. Arthur l'a remercié pour l'information, tandis que Francine, en entendant cela, a ressenti un mélange de colère et de tristesse. « Il est allé dans une autre ville et il ne s'est même pas soucié de me chercher », a muté Francine alors qu'il rentrait chez Arthur. Il l'a regardée, comprenant l'impact de ses mots sur la jeune fille. « Ta mère t'aime. Si elle est quelque part, elle pense certainement à toi. Nous la trouverons, nous irons dans cette ville et verrons ce que nous pouvons découvrir, » a dit Arthur avec détermination. Le lendemain matin, Arthur a préparé la voiture pour le long voyage. Francine a aidé autant qu'elle le pouvait, portant son sac à dos avec ses quelques affaires et essayant de rester optimiste. « Je vais trouver maman », s'est-elle dit comme un mantra pour renforcer son espoir. Arthur l'a entendu et a répondu « Oui, nous la trouverons, c'est promis ». Avec la voiture chargée, les deux ont pris la route vers la ville lointaine, la route s'étirant devant eux comme un chemin incertain mais plein de possibilités. Le voyage a commencé calmement. Arthur a pointé de beaux paysages par la fenêtre, essayant de garder le moral de Francine élevé. Il racontait des histoires sur sa fille décédée, partageant des souvenirs qui semblaient les rapprocher. Francine écoutait en silence, absorbant chaque mot. Pendant un bref moment, elle a senti qu'elle pouvait lui faire totalement confiance, mais le calme n'a pas duré longtemps. Lors d'un arrêt dans un dîner au bord de la route, Arthur a garé la voiture et est entré pour prendre quelque chose à manger. Francine est restée dans le véhicule, regardant l'agitation dans le parking. C'est alors qu'elle a remarqué un homme approcher la voiture, regardant autour de lui avec suspicion. Avant qu'elle ne puisse réagir, l'homme est monté dans la voiture et a conduit très vite. « Il a volé la voiture », a dit Arthur, incapable de cacher son choc.
Mais ne t'inquiète pas, Francine, nous trouverons un moyen de continuer, a-t-il ajouté. N'ayant pas d'autre choix, ils ont commencé à marcher le long de la route, le soleil fort rendant chaque pas plus difficile. Arthur portait le sac à dos de Francine et faisait de son mieux pour la maintenir hydratée, mais le voyage était épuisant. Ils ont marché en silence jusqu'à ce qu'au loin, Francine voit quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. Un bus approchait, à travers l'une des fenêtres, elle aperçut un visage familier. « C'est maman », a-t-elle crié en pointant le bus. « C'est elle, Arthur, c'est ma mère. » Avant qu'il ne puisse réagir, Francine a couru vers le véhicule, criant désespérément « Maman ! Maman, c'est moi, Francine !» Le son de sa voix était étouffé par le bruit du moteur et la distance grandissante. Elle a couru aussi vite qu'elle le pouvait, les larmes coulant sur son visage, ses cris chargés de désespoir. À l'intérieur du bus, Sylvia semblait regarder par la fenêtre, mais le véhicule avançait trop vite et la distance entre elles ne faisait que s'accroître. Finalement, la force de Francine s'est épuisée et elle est tombée à genoux sur le bord de la route. Arthur, qui courait derrière elle, s'est agenouillé à ses côtés et l'a tenue par les épaules. « Francine, je suis tellement désolé, je sais à quel point ça fait mal, mais nous la trouverons. Ce n'est pas la fin, c'est juste un autre obstacle et je promets que nous n'abandonnerons pas, » a-t-il dit en essayant de la réconforter. Francine l'a regardé en sanglotant alors qu'elle essayait de traiter la perte momentanée, mais il était là. « Je l'ai vu, j'ai vu maman », a-t-elle répété, sa voix étranglée par l'émotion. Arthur l'a serré fort, lui permettant de pleurer librement. Il savait que les mots ne suffisaient pas à apaiser la douleur, mais sa présence et son soutien pouvaient faire une différence. Tandis que le bus disparaissait à l'horizon, Arthur a fait une promesse silencieuse, il ferait tout ce qu'il fallait pour réunir Francine avec Sylvia, peu importe la difficulté. Il resterait à ses côtés face à chaque défi. Se relevant, il a tendu la main à Francine. « Continue à avancer, Francine, nous la trouverons, tu n'es pas seule, » a-t-il dit avec détermination. Elle a pris sa main et ensemble, ils ont continué à marcher, l'espoir étant la seule chose qui les faisait avancer. Dans l'autre ville, Sylvia commençait à se blâmer de ne pas être descendue du bus à temps. Elle était sûre d'avoir vu sa fille, qu'elle cherchait depuis si longtemps. Sylvia marchait dans les rues sombres de la ville, guidée seulement par la faible lumière des lampadaires et l'espoir de trouver Francine. La nuit était froide, mais le froid qu'elle ressentait venait de l'intérieur, d'un vide et d'un désespoir qui la consumait. Son cœur battait vite tandis que ses yeux scrutaient chaque coin à la recherche du moindre signe de sa fille. « Où es-tu, mon amour ? S'il te plaît, donne-moi un signe », a-t-elle murmuré, serrant son manteau contre sa poitrine. Lorsqu'elle est arrivée dans une rue plus animée, le son des rires forts et des voix élevées a attiré son attention. Elle a regardé devant elle et a reconnu la silhouette de Ronald titubant sur le trottoir avec une bouteille de liquide dans la main. Il était entouré d'autres hommes qui semblaient aussi ivres que lui, riant bruyamment et parlant sans se soucier de qui était autour. Sylvia s'est arrêtée, hésitant un instant. Elle savait que confronter Ronald était dangereux, mais elle ne pouvait plus fuir. Il savait où était Francine ou du moins avait une partie des réponses dont elle avait besoin. Sylvia s'est approchée lentement, le cœur dans la gorge, jusqu'à être à quelques pas de Ronald. « Ronald !» a-t-elle crié, sa voix ferme malgré la peur. Il a tourné les yeux à moitié fermés, clairement altéré par l'alcool. Lorsqu'il l'a vue, il a ri avec mépris. « Regarde qui a décidé de se montrer, Sylvia, la reine du drame. Qu'est-ce que c'est maintenant ? Tu viens me blâmer pour autre chose, » a-t-il dit en balbutiant ces mots tout en prenant une autre gorgée de sa boisson. « Où est Francine, Ronald ? Qu'as-tu fait d'elle ? Dis-le-moi maintenant, » a exigé Sylvia, sa voix tremblant de colère et d'angoisse. Ronald a ri à nouveau en secouant la tête. « Francine, cette fille inutile, elle n'est plus mon problème, elle ne l'a jamais été. En fait, toi et ces gamins ne faites que me tirer vers le bas. Vous avez toujours été un fardeau, » a-t-il dit en pointant son doigt vers Sylvia tout en titubant en avant. Les mots de Ronald étaient comme des couteaux dans le cœur de Sylvia, mais elle n'a pas reculé. Son corps tremblait, mais c'était de la colère, pas de la peur. « Tu l'as vendue, Ronald, tu as vendu notre fille comme si elle ne valait rien, comment peux-tu être si cruel ? C'est ta fille, elle est notre enfant et tout ce qu'elle voulait, c'est être aimée, mais tu n'as même pas pu faire ça, » a-t-elle crié, sa voix résonnant dans la rue silencieuse maintenant chargée de tension. Les voisins ont commencé à ouvrir leurs fenêtres, attirés par le ton élevé de la dispute. Ronald, clairement intoxiqué, a ri avec mépris en balançant la bouteille de liquide qu'il tenait comme un trophée. « J'ai fait ce qui devait être fait, Sylvia, cette fille était un fardeau pour vous deux, elle ne faisait que me tirer vers le bas et me remplir de problèmes, »
a-t-il crié en retour, ses mots chargés de haine et de frustration. Ses pas titubants l'ont rapproché de Sylvia, qui est restée ferme, le fixant avec des yeux remplis de larmes d'indignation. Elle n'était pas un fardeau, Ronald, elle était une enfant, notre fille, et tout ce qu'elle voulait, c'était être aimée, a-t-elle répondu, sentant le nœud dans sa gorge menaçant de l'étouffer. Tu as détruit sa vie et maintenant tu veux faire semblant d'être la victime, a-t-elle ajouté. Ronald a fait un autre pas vers elle, pointant agressivement son doigt. Victime ? Tu ne sais pas ce que c'est que de porter cette famille sur ton dos pendant que tu te contentes de te plaindre et de pleurer. J'ai résolu nos problèmes et tout ce que tu fais, c'est me blâmer. Tu ne vois pas que c'était toi qui as créé cette situation, a-t-il dit, son ton rempli de ressentiment. En réalisant que les voisins regardaient, son expression s'est tournée vers la colère. Il a levé la main comme pour frapper Sylvia. « Ferme ta bouche, tu ne sais rien », a-t-il crié. « Tu me fais toujours passer pour le méchant. » Avant que Ronald ne puisse agir, deux voisins sont descendus de leur maison, se mettant entre lui et Sylvia. « Assez, Ronald, nous en avons assez de toi », a dit l'un d'eux fermement en attrapant le bras de Ronald. Un autre voisin s'est approché de Sylvia, la regardant avec inquiétude. « Ça va ? Nous voulons aider ?» a-t-il dit en lançant un regard désapprobateur à Ronald. Ronald a essayé de se libérer, mais l'autre voisin a gardé une prise ferme sur son bras. « Lâchez-moi, ce ne sont pas vos affaires, c'est ma femme, ma famille », a-t-il crié en essayant de tirer son bras. Mais le groupe autour de lui n'a fait qu'augmenter, plus de personnes sortant de leur maison pour voir ce qui se passait. « Vous avez perdu tout droit de qualifier cela de famille quand tu as vendu ta fille, Ronald », a-t-il crié. Sylvia a crié, sa voix coupant l'air comme un éclair. Ces mots ont provoqué des murmures parmi les voisins, quelqu'un ayant déjà appelé la police et les sirènes ont commencé à résonner dans la rue. Les policiers ont rapidement été appelés et les sirènes ont brisé le silence de la nuit. Lorsque les officiers sont arrivés, Sylvia a profité de l'occasion pour signaler Ronald. Il a vendu notre fille, Francine, il l'a traitée comme un objet pour de l'argent, a-t-elle dit, sa voix chargée d'émotion. Les voisins ont confirmé le comportement abusif de Ronald, racontant des épisodes précédents de violence et de négligence qu'ils avaient témoignés. Ronald a essayé de se défendre, sa voix balbutiant par l'alcool. « C'est un mensonge, je n'ai jamais fait ça, vous êtes tous contre moi », a-t-il crié, mais son comportement agressif n'a fait que renforcer les accusations contre lui. L'un des officiers s'est approché de Sylvia, la regardant sérieusement. « Si c'est vrai, pourquoi ne l'avez-vous pas signalé plus tôt ?» a-t-il demandé en essayant de comprendre la situation. Sylvia a pris une profonde inspiration, ressentant le poids de la question. Les larmes aux yeux, elle a répondu « J'avais peur. Ronald me menaçait toujours, il disait qu'il me tuerait si je disais quelque chose et qu'il ferait la même chose à Francine. Je voulais protéger mes filles, mais maintenant, je ne peux plus rester silencieuse, a-t-elle dit, ses mots chargés de douleur mais aussi d'une force qu'elle ne savait pas qu'elle possédait. Ces mots ont fait acquiescer les voisins, corroborant l'accusation. Il a toujours été agressif, nous l'avons vu crier sur sa famille tant de fois, ce qu'elle dit est vrai, a confirmé l'un d'eux. Les officiers n'ont pas hésité à menotter Ronald, qui a continué de protester. Vous ne pouvez pas faire ça, c'est une outrage, je suis le père, elle ne sait pas de quoi elle parle, a-t-il crié, mais il a été conduit à la voiture de police sous le regard désapprobateur de tout le monde autour. Sylvia, entourée de voisins essayant de la consoler, ressentait un mélange de soulagement et de tristesse. Le cauchemar était loin d'être terminé, mais au moins Ronald n'était plus une menace immédiate. Alors que la voiture de police disparaissait à l'horizon, elle a levé les yeux vers le ciel. « Francine, je vais te trouver, quoi qu'il arrive, je vais te ramener à la maison », a-t-elle murmuré avec une détermination renouvelée dans sa voix. C'était le début d'un nouveau chapitre dans sa lutte pour la justice et pour l'amour de sa fille. Pendant ce temps, Francine commença à ressentir une faiblesse intense alors qu'elle marchait dans les rues de la nouvelle ville avec Arthur. Ses pas devinrent plus lents et sa respiration s'alourdissait. Arthur, réalisant que quelque chose n'allait pas, s'arrêta et lui prit le bras. « Francine, ça va ?» demanda-t-il. Mais la jeune fille secoua simplement la tête, luttant contre les vertiges qui menaçaient de la faire tomber. Avant qu'elle ne puisse répondre, ses jambes cédèrent et elle tomba en se tenant la poitrine, comme si elle essayait de contrôler une douleur profonde. « Ne t'inquiète pas, Francine, je suis là, je m'occupe de toi », dit Arthur d'une voix empreinte d'inquiétude. Il la releva sans hésiter et commença à marcher rapidement vers l'hôpital le plus proche. À leur arrivée, l'environnement animé et les appels constants des médecins et infirmières remplissaient l'air, contrastant avec le calme. Arthur tenta d'expliquer rapidement la situation à la réception,
et Francine fut admise pour traitement. Peu de temps après, un médecin vint parler à Arthur. Son état est grave, elle a besoin d'un traitement immédiat. La première séance pourrait aider à la stabiliser, mais les coûts sont élevés et il y aura d'autres séances, voire des interventions chirurgicales à l'avenir, expliqua le médecin d'un ton professionnel mais préoccupé. Arthur acquiesça sans hésiter. Faites ce qu'il faut, je paierai, déclara-t-il, sachant qu'il prenait un énorme engagement financier, mais incapable de laisser Francine sans assistance. En attendant dans la salle d'attente, Arthur réfléchit aux défis à venir. Il savait que le traitement serait coûteux et long, mais il ne pouvait imaginer d'autres alternatives. Cette fille a déjà trop souffert. Je ne la laisserai pas seule en ce moment, pensa-t-il en observant les gens autour, chacun affrontant ses propres batailles silencieuses. Après la première séance de traitement, Francine fut ramenée dans sa chambre. Elle était pâle mais consciente et regarda Arthur avec un mélange de fatigue et de gratitude. « Merci de ne pas m'avoir laissé, Arthur, dit-elle d'une voix faible. Il lui sourit, essayant de cacher son inquiétude dans les yeux. « Tu es forte, Francine. Nous allons surmonter cela ensemble, je te le promets. » Il serra fermement sa main. Plus tard, alors qu'il marchait dans les rues pour chercher à manger, Arthur fut témoin d'une scène qui le laissa indigné. Un garçon mendiant, vêtu de vêtements sales et déchirés, était assis sur le trottoir avec un air abattu, tandis qu'un homme bien habillé, tenant une bouteille d'eau sale, se moquait de lui. « Tu veux de l'aide ? Alors prends ça, » dit l'homme en jetant de l'eau sur le garçon, qui se recroquevilla en essayant de se protéger. Arthur ne put rester immobile. Il s'approcha rapidement, se plaçant entre l'homme et le garçon. « Qu'est-ce que tu penses faire ?» demanda-t-il d'une voix chargée d'autorité. L'homme rit, indifférent au ton d'Arthur. « J'enseigne juste une leçon. Ces gamins doivent apprendre qu'on ne réussit pas dans la vie en étant faible, » répondit le millionnaire avec mépris. Enseigner une leçon en jetant de l'eau sale à un garçon qui n'a déjà rien, ce n'est pas enseigner, c'est humilier, rétorqua Arthur en fixant l'homme. Le millionnaire haussa les épaules en marmonnant que ce n'était pas son problème avant de s'éloigner, laissant Arthur et le garçon seuls. Arthur s'agenouilla à côté du garçon qui tremblait encore et posa une main réconfortante sur son épaule. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Le garçon leva les yeux, surpris par la gentillesse d'Arthur. « Oui, monsieur, j'ai juste faim » répondit-il d'une voix timide. Arthur regarda autour de lui, cherchant une solution immédiate. « Trouvons quelque chose à manger pour toi, mais d'abord sache que tu ne mérites pas d'être traité comme ça, personne ne le mérite, » dit-il en aidant le garçon à se lever. En marchant vers un dîner, Arthur continua de parler au garçon. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il. « Charlie » répondit le garçon encore hésitant. Arthur lui sourit. « Charlie, je sais que parfois le monde peut sembler cruel, mais je veux que tu saches qu'il y a des gens bien là dehors et que tu mérites une chance comme tout le monde, » dit-il sincèrement. Au dîner, Arthur acheta un repas chaud pour Charlie et s'assit à côté de lui pendant qu'il mangeait. « Merci, monsieur. Personne n'a jamais fait quelque chose comme ça pour moi, » dit Charlie les yeux remplis d'émotion. Arthur serra doucement l'épaule du garçon. « Tu n'es pas seul, Charlie. Souviens-toi qu'il y aura toujours une issue, même quand tout semble perdu, » répondit-il. En rentrant à l'hôpital, Arthur ne pouvait oublier ce qui s'était passé. La situation de Charlie lui rappelait Francine et sa propre fille perdue. Il savait que malgré les défis, sa mission était plus grande que d'aider une seule fille. Il s'agissait d'apporter de la lumière là où il y avait de l'obscurité et de lutter contre la cruauté que tant de gens affrontaient. Arthur se promit de continuer à faire tout ce qui était nécessaire pour protéger ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes, en commençant par Francine. Arthur observa Francine dormir dans son lit d'hôpital. L'air était rempli du son des machines surveillant ses signes vitaux, un rappel constant de la fragilité de la situation. Il savait que Francine avait besoin de plus que des soins médicaux, elle avait besoin de sa mère, quelqu'un qui pourrait offrir la sécurité émotionnelle qu'il, malgré ses efforts, ne pouvait pas entièrement fournir. Arthur prit la difficile décision de partir à la recherche de Sylvia, même s'il devait laisser Francine seule. « Francine, je promets que je ramènerai ta mère », se murmura-t-il avant de quitter la chambre en jetant un dernier regard à la jeune fille endormie. Il laissa des instructions détaillées aux médecins et infirmières, s'assurant que Francine recevrait les meilleurs soins pendant son absence. Il rassembla ses quelques affaires et entreprit le long voyage, déterminé à réunir mère et fille. Sur la route, le silence de la voiture n'était interrompu que par le bruit des pneus sur l'asphalte et les pensées d'Arthur. Il se retrouva à réfléchir à sa propre fille, celle dont la perte avait changé sa vie à jamais. « Si j'avais une seconde chance avec elle, j'aurais tout fait différemment », pensa-t-il en ressentant une douleur familière serrer sa poitrine.
Il se souvenait des moments heureux avec sa fille, mais aussi des regrets qu'il portait. C'était ce poids qui l'avait poussé à aider Francine, il ne pouvait supporter de voir un autre enfant souffrir comme elle. Après des heures de conduite, Arthur atteignit enfin la ville où il croyait que Sylvia se trouvait. Il parcourut les rues en demandant des informations dans les marchés et les établissements. Sa détermination le mena à un petit restaurant animé où une femme correspondant à la description de Sylvia était assise seule, avec une expression fatiguée et mélancolique. Arthur s'arrêta à l'entrée, prit une profonde inspiration et s'approcha. « Excusez-moi, êtes-vous Sylvia ?» demanda-t-il d'une voix basse et prudente pour ne pas la surprendre. Sylvia le regarda avec suspicion, les yeux plissés en l'évaluant. « Qui demande ?» répondit-elle sur la défensive. Arthur leva les mains en un geste pacifique. « Je m'appelle Arthur, je connais votre fille Francine. Je suis ici pour parler d'elle, dit-il en essayant de transmettre son calme. À l'entente du nom de sa fille, Sylvia se tendit, comme si le temps s'était arrêté un instant. « Francine, tu sais où elle est? Que tu fais avec elle ?» demanda-t-elle, sa voix montant alors que la suspicion grandissait. Arthur tenta d'expliquer, mais ces mots ne suffisaient pas à apaiser la méfiance de Sylvia. « Je suis venu l'aider. Votre fille est à l'hôpital, elle est soignée, mais elle a besoin de vous, dit-il sincèrement. Sylvia secoua la tête, toujours incrédule. « Pourquoi devrais-je te croire? Un étranger qui apparaît de nulle part en disant qu'il connaît ma fille, ça ressemble à un piège, dit-elle, atteignant déjà son téléphone avant qu'Arthur ne puisse réagir. Sylvia appela la police et quelques minutes plus tard, une voiture de patrouille arriva sur les lieux. Les officiers entrèrent dans le restaurant et s'adressèrent fermement à Arthur. « Monsieur Arthur, nous avons reçu une plainte. Nous allons devoir vous accompagner, » dit l'un d'eux tandis que l'autre plaçait Arthur en garde à vue. « Attendez, vous devez entendre ce que j'ai à dire, c'est au sujet de votre fille Francine, » insista Arthur, sa voix chargée d'urgence. Mais l'officier, suivant le protocole, l'emmena à l'auto de patrouille. À l'intérieur, Arthur resta calme, sachant qu'il devait convaincre Sylvia et les autorités de la sincérité de ses intentions. En route vers le poste, Arthur regarda Sylvia à travers la fenêtre, voyant la confusion et la peur dans ses yeux. « Sylvia, votre fille est dans une autre ville, elle a besoin de vous. S'il vous plaît, écoutez-moi, » cria-t-il avant que la portière de la voiture ne se ferme. Au poste, Arthur répéta son histoire aux officiers de police, insistant sur le fait qu'il était là pour aider. « J'ai trouvé Francine dans une situation terrible, elle était négligée et maltraitée. Je l'ai emmenée à l'hôpital parce que personne d'autre ne le ferait. Je ne suis pas ici pour lui faire du mal, je veux juste la réunir avec sa mère, » expliqua-t-il, sa voix chargée d'émotion. Sylvia, toujours pleine de doutes, fut appelée pour entendre le témoignage d'Arthur. En entrant dans la pièce, elle le regarda avec méfiance. « Si vous dites la vérité, dites-moi où est ma fille, » demanda-t-elle d'une voix ferme mais pleine de détresse. Arthur saisit l'opportunité pour fournir tous les détails. Il donna le nom de l'hôpital, décrivit l'état de Francine et expliqua tout ce qui s'était passé depuis qu'il l'avait trouvée. Les officiers, sentant la sincérité dans les paroles d'Arthur, commencèrent à réévaluer la situation. L'un d'eux s'adressa à Sylvia. « Madame, tout ce qu'il a dit semble correct. Votre fille est en traitement. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous y emmener, » dit-il en offrant son soutien. Sylvia regarda Arthur, toujours hésitante mais maintenant avec une lueur d'espoir. « Si c'est vrai, j'y irai, » dit-elle, sa voix tremblante. Arthur ajouta, « Elle a besoin de vous, Sylvia. J'ai fait ce que je pouvais, mais elle a besoin de sa mère. » Sylvia acquiesça lentement, rassemblant ses affaires pour faire le voyage. Arthur, bien qu'encore en garde à vue, se sentit soulagé sachant que Francine serait enfin proche de sa mère. Alors que Sylvia se préparait à partir, Arthur la regarda et dit, « S'il te plaît, dis à Francine qu'elle est forte et qu'elle n'est jamais seule. » Sylvia, sans répondre, partit, laissant Arthur avec la certitude qu'il avait tout fait pour réunir mère et fille. Tandis que Sylvia se rendait à l'hôpital, la tension restait épaisse au poste. Arthur, assis sur un banc dans la cellule, réfléchissait à tout ce qui s'était passé. L'environnement était claustrophobe, avec le bruit occasionnel des pas des policiers et les murmures des autres détenus. Puis, il entendit un bruit venant de la cellule d'Axan Grave-Côté. Avant qu'il ne puisse réagir, un petit caillou pointu traversa l'espace entre les barreaux, le frappant à l'épaule. « Et qui a fait ça ?» s'exclama Arthur en massant l'endroit où il avait été touché. Il se retourna et vit Ronald dans la cellule voisine, un sourire sarcastique sur le visage. « Je t'ai enfin eu, toi, Saint-Sauveur. Je pensais que tu pourrais me tromper, n'est-ce pas ?
dit Ronald, sa voix dégoulinant de mépris. Arthur le regarda, surpris de réaliser que l'homme à côté de lui n'était autre que Ronald lui-même. « Ton père de Francine ?» demanda-t-il avec incrédulité. Ronald rit en s'appuyant contre les barreaux de sa cellule. « Et qui d'autre serais-je ? Ne fais pas ton ignorant, je sais qui tu es et je sais exactement ce que tu essaies de faire, répondit-il, son expression oscillant entre colère et sarcasme. Arthur prit une profonde inspiration, essayant de rester calme, mais les paroles de Ronald l'agaçaient. « Je n'essaie de tromper personne, Ronald. J'essaie de sauver ta fille, quelque chose que tu as clairement échoué à faire, répondit-il, sa voix maintenant ferme, ne cachant plus son mépris. Ronald fit un pas en arrière, offensé, mais son expression se transforma rapidement en un sourire cynique. « Sauver, ne me donne pas ça. Tu l'as acheté, Arthur. Je l'ai vendu. Et alors ? Au moins, j'ai eu le courage de faire ce qu'il fallait. Tu te crois meilleur que moi juste parce que tu fais semblant d'être le héros, rétorqua-t-il en pointant du doigt Arthur. Arthur comptait, se rapprochant des barreaux qui les séparaient. J'ai sorti ta fille d'un environnement toxique et je l'ai amenée à l'hôpital parce que toi, son père, tu la traitais comme si elle ne valait rien. Tu n'es pas seulement un mauvais père, Ronald. Tu es la raison pour laquelle elle souffre, dit-il, sa voix chargée d'indignation. Ronald leva les yeux au ciel, mais une lueur de malaise apparut dans son expression. J'ai fait ce que je devais faire. La vie n'est pas facile et personne ne va te choyer. J'ai appris à Francine à être forte, à supporter le poids du monde. Si elle ne peut pas gérer ça, ce n'est pas ma faute, argumenta-t-il, sa voix vacillant, trahissant la confiance qu'il essayait de montrer. Arthur secoua la tête, incrédule. Tu n'as pas appris la force, Ronald. Tu lui as appris ce que c'est que d'être abandonné, négligé et traité comme un fardeau, et pourtant elle veut toujours te retrouver. Elle a encore l'espoir que tu l'aimeras. Ne vois-tu pas combien c'est tragique ? Demanda-t-il, son ton maintenant plus triste qu'en colère. Les paroles d'Arthur semblèrent frapper Ronald comme une gifle. Ce dernier détourna le regard mais tenta de masquer sa réaction avec plus de sarcasme. « Et qu'est-ce que tu vas faire, hein ? Élever Francine comme ta fille, faire semblant d'être meilleur que tout le monde. Bonne chance avec ça, chevalier de la justice, dit-il, mais sa voix semblait moins convaincue. Je n'ai rien à prétendre, Ronald. Je fais simplement ce que toute personne décente ferait. Contrairement à toi, je continuerai à faire tout ce qu'il faut pour que Francine ait une chance d'être heureuse, répondit Arthur. Se retirant vers l'arrière de sa cellule, fatigué de se disputer avec quelqu'un d'aussi têtu et amer, Ronald resta silencieux pendant quelques instants, regardant Arthur avant de hausser les épaules et de s'asseoir dans un coin de sa cellule en feignant l'indifférence. « Tu ne sais rien de moi, Arthur, et tu ne le sauras jamais, » murmura-t-il, mais Arthur l'ignora. Il savait que Ronald était plein d'excuses et de justifications, mais aucune d'elles n'était suffisante pour effacer le mal qu'il avait causé. Le silence tomba sur la cellule. Arthur retourna à ses pensées sur Francine et Sylvia, sachant que tant que Sylvia était en chemin, il y avait une chance que tout change pour le mieux. Il devait juste être patient et continuer à se battre, même avec des obstacles comme Ronald sur le chemin. Alors qu'Arthur tentait de se désengager de la confrontation verbale avec Ronald, un policier apparut devant les cellules, un carnet à la main. Il regarda Arthur pendant quelques instants, son visage sérieux et professionnel avant de parler. « Monsieur Arthur, nous avons examiné les informations que vous avez fournies, nous avons vérifié l'hôpital, parlé aux médecins et aux témoins, et tout indique que vos intentions n'étaient pas malveillantes. Vous avez vraiment essayé de sauver la jeune fille, déclara l'officier. Arthur ressentit un bref soulagement en entendant ces mots. Alors, est-ce que cela signifie que vous allez me libérer ? Sylvia va à l'hôpital pour retrouver Francine et je dois être là pour m'assurer qu'elle va bien, répondit-il, sa voix chargée d'espoir et d'urgence. L'officier soupira lentement en secouant la tête. Malheureusement, ce n'est pas si simple. Le fait que vous ayez pris la fille, même avec de bonnes intentions, constitue toujours un crime. Nous n'avons pas d'autre choix que de vous garder en détention pendant que nous poursuivons l'enquête. La loi ne permet pas d'exception dans ce type de situation, expliqua-t-il, sa voix montrant un soupçon de compassion mais aussi de fermeté. Les mots frappèrent Arthur comme un seau d'eau froide. Il se leva du lit de fortune dans la cellule, agrippant les barreaux. « Vous ne comprenez pas, je l'ai fait parce qu'elle souffrait, parce que personne d'autre ne ferait rien pour elle. Comment cela peut-il être considéré comme un crime ? J'essaie de réparer ce que son propre père a détruit, s'exclama-t-il, manifestant sa frustration. L'officier sembla compréhensif mais resta ferme. Je comprends votre position, monsieur Arthur, et je crois en vos intentions, mais la loi ne prend pas cela en compte seule.
Ce que vous avez fait, même motivé par l'empathie, reste une violation légale. Vous devez comprendre que nous agissons comme requis, dit-il avant de noter quelque chose dans son carnet et de prendre du recul. Ronald, qui avait tout observé avec attention, ne put retenir un rire sardonique qui résonna dans la cellule. Regarde ça, le héros qui tombe de son piédestal. Tu pensais vraiment t'en sortir indemne? Bienvenue dans le monde réel où les bonnes intentions ne te sauvent pas, se moqua-t-il, sa voix dégoulinant d'ironie et de mépris. Arthur tourna son regard vers Ronald, les yeux pleins de colère. Tu ris après tout ce que tu as fait. Tu as détruit ta propre fille, Ronald. Tu as vendu Francine comme si c'était un objet et tu trouves ça encore drôle? Rétorqua-t-il, sa voix ferme et pleine d'indignation. Ronald haussa les épaules avec un sourire cynique. J'ai fait ce que je devais faire. Et regarde, tu es maintenant dans la même situation que moi. Alors, qui est le méchant, hein? À la fin, nous sommes tous les mêmes, répondit-il en s'appuyant contre les barreaux de sa cellule comme s'il savourait la situation. Arthur secoua la tête, essayant de contenir sa frustration. Je peux être ici maintenant, mais il y a une différence énorme entre nous. J'ai fait ce que j'ai fait pour sauver ta fille, tandis que toi, tu l'as abandonnée. Tu peux rire autant que tu veux, Ronald, mais la seule chose que tu prouves, c'est que tu n'aurais jamais dû être père, dit-il, sa voix maintenant plus contrôlée mais empreinte de mépris. L'officier, sentant la tension monter, intervint. Assez, vous deux. Cela ne mènera à rien, monsieur Arthur. Je sais que c'est difficile, mais vous devez attendre pendant que nous traitons le dossier. Il désigna Ronald. Arrêtez de provoquer la situation, c'est déjà assez compliqué pour vous deux. Arthur se retira vers l'arrière de sa cellule, essayant de trouver un peu de calme au milieu du chaos. Il savait que la situation était injuste, mais il savait aussi que sa priorité était de s'assurer que Francine soit en sécurité et que Sylvia la trouve. Pendant ce temps, Ronald continua de sourire comme s'il appréciait la misère des autres, incapable de voir que le véritable poids de ses actions le condamnait bien plus que n'importe quelle cellule. Le son des bottes du chef de la police résonna dans le couloir du commissariat alors qu'il approchait des cellules. Arthur, assis dans un coin, leva les yeux, toujours frustré par l'injustice de sa situation. Ronald resta silencieux mais ne cacha pas un sourire cynique, savourant l'inconfort d'Arthur. Le chef s'arrêta devant les cellules, scrutant les deux hommes avec une expression sérieuse. « Arthur » commença-t-il d'une voix ferme mais pas hostile. « J'ai examiné votre cas. J'ai parlé avec Sylvia et les médecins, et il est clair pour moi que, bien que ce que vous avez fait constitue techniquement une violation de la loi, vos intentions étaient légitimes. Vous avez essayé de sauver la jeune fille, pas de lui faire du mal. Je ne peux pas ignorer cela. » Arthur se leva, serrant fermement les barreaux, l'espoir brillant dans son regard. « Cela signifie » commença-t-il, presque essoufflé. « Cela signifie que je fais une exception. Je vous libère maintenant, » déclara le chef en faisant signe à l'officier à côté de lui de déverrouiller la cellule. « Mais comprenez que c'est une situation délicate. Vous serez tout de même surveillé jusqu'à ce que l'affaire soit complètement close. J'espère que vous comprenez. » Arthur acquiesça rapidement, la gratitude évidente dans ses yeux. « Merci, monsieur. Je promets de bien faire à partir de maintenant. J'ai juste besoin d'être avec Francine et Sylvia. Merci de me donner cette chance, » dit-il, sa voix chargée de soulagement. Alors qu'Arthur était libéré, Ronald secoua la tête en riant doucement. « On dirait que les héros ont de la chance après tout, hein ?» se moqua-t-il, mais Arthur n'y prêta aucune attention. Il sortit de la cellule sans regarder en arrière, déterminé à remettre les choses en ordre. Une fois libéré, Arthur savait que Sylvia était déjà en route pour trouver Francine. Il courut dans les rues, le cœur battant, et trouva Sylvia sur le point de monter dans un taxi, les yeux fixés sur la route. « Sylvia, attends !» cria-t-il en s'approchant rapidement. Elle se tourna, surprise, et le regarda avec un mélange de soulagement et de doute. « Arthur, que fais-tu ici? Je pensais que tu étais encore en prison, » dit-elle, sa voix empreinte de préoccupation. « Le chef m'a libéré. Je devais venir te voir avant que tu partes seul. Allons-y ensemble. Francine a besoin de nous deux maintenant, » répondit-il, la détermination évidente dans ses mots. Sylvia hésita un instant avant d'hocher la tête. « D'accord, allons-y, » dit-elle en montant dans le taxi à côté d'Arthur. Pendant le trajet, le silence entre les deux était seulement interrompu par les instructions données au conducteur et leurs pensées agitées. Arthur regardait par la fenêtre, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Il savait qu'il y avait encore de la méfiance de la part de Sylvia, mais il croyait que le temps et ses actions pourraient reconstruire cette confiance.
Elle est entre de bonnes mains maintenant, mais elle a besoin de sa mère à ses côtés. Francine ira bien, dit-il plus pour lui-même que pour Sylvia. J'espère bien, répondit Sylvia presque à voix basse. Elle a tellement souffert, Arthur. J'aurais dû être là depuis le début. Je n'aurais jamais dû laisser Ronald s'occuper d'elle seule. Arthur la regarda, remarquant le poids de la culpabilité dans ses paroles. Tu as fait ce que tu pouvais, Sylvia, et maintenant tu es là, en train de te battre pour elle. C'est ce qui compte, dit-il, sa voix calme et réconfortante. En arrivant à l'hôpital, l'atmosphère tendue du trajet se transforma en urgence. Ils se précipitèrent à la réception où une infirmière reconnut le nom de Francine et les conduisit dans une salle privée. Cependant, avant qu'ils ne puissent entrer, le médecin traitant les intercepta, son expression grave. « Que s'est-il passé » demanda Sylvia, le cœur battant. « Comment va ma fille » Le médecin soupira, choisissant soigneusement ses mots. Pendant le traitement, il y a eu un accident. Francine a essayé de se lever seule du brancard et est tombée. Elle s'est heurté la tête violemment. Nous la surveillons, mais son état est critique. Nous faisons tout notre possible pour la stabiliser, expliqua-t-il d'une voix ferme mais empreinte de compassion. Les mots du médecin frappèrent Sylvia comme un coup. Elle tituba légèrement et Arthur lui prit le bras pour la soutenir. Cela ne peut pas arriver, elle a déjà tellement souffert, dit-elle, sa voix faiblissant alors que des larmes coulaient sur son visage. Arthur serra son épaule, essayant de lui transmettre de la force. Elle va s'en sortir, Sylvia. Francine est forte, nous ne pouvons pas abandonner maintenant, dit-il fermement. Sylvia était assise au chevet de Francine, lui tenant doucement la main tandis qu'Arthur restait à proximité, les yeux fixés sur le moniteur cardiaque. Le son de la machine semblait marquer le temps de manière impitoyable, remplissant la pièce d'une tension presque insupportable. Soudain, la porte s'ouvrit et une infirmière entra avec un sourire rassurant. « Je voulais vous informer que nous avons réussi à obtenir le sang nécessaire à temps. C'était un don de dernière minute et cela a stabilisé Francine, dit-elle d'un ton apaisant, apportant un moment de soulagement. Sylvia et Arthur échangèrent des regards mêlant incrédulité et soulagement. Qui a fait le don ? Nous devons remercier cette personne immédiatement, demanda Arthur, sa voix chargée d'émotion. L'infirmière les fit signe de la suivre. Il est ici à l'hôpital, vous pouvez le voir maintenant, répondit-elle, les guidant vers une autre salle. Ils entrèrent dans le silence, Sylvia pressant ses mains contre sa poitrine comme si elle ne pouvait toujours pas croire que quelqu'un ait fait cela pour sa fille. En entrant dans la salle indiquée, ils virent une silhouette familière assise sur le lit avec un petit bandage sur le bras. C'était Charlie, le garçon sans abri qu'Arthur avait aidé quelques jours auparavant. Il sourit timidement en les voyant mais ne dit rien tout de suite. « Charlie » s'exclama Arthur, surpris. Le garçon hocha la tête. J'ai entendu dire que la fille avait besoin d'aide et je voulais rendre l'appareil. Vous m'avez aidé quand personne d'autre ne l'a fait, et maintenant c'est mon tour de faire de même, dit-il avec simplicité et sincérité. Sylvia s'approcha de Charlie, s'agenouillant près de son lit. Tu as sauvé ma fille. Je ne sais pas comment te remercier pour cela, tu es un ange, Charlie, un vrai ange, dit-elle en larmes. Arthur posa sa main sur l'épaule du garçon, ses yeux brillants. Tu es plus courageux et généreux que beaucoup d'adultes que je connais. N'oublie jamais cela, dit-il, sa voix ferme mais empreinte d'émotion. Charlie sourit simplement, détournant les yeux avec un mélange de timidité et de fierté. De retour dans la chambre de Francine, Sylvia et Arthur s'assirent à nouveau aux côtés de la jeune fille. Malgré le soulagement momentané, le médecin avait clairement indiqué qu'elle était toujours dans un état critique et qu'un rétablissement complet était incertain. Elle est forte, elle surmontera cela, dit Arthur, essayant de garder l'espoir vivant. Sylvia acquiesça, serrant la main de sa fille plus fort. « Nous sommes là, mon amour. Tu n'es pas seule et tu ne le seras jamais, murmura-t-elle comme si ces mots pouvaient atteindre Francine quelque part au loin. Soudain, le moniteur cardiaque commença à biper de manière irrégulière, le son perçant brisant le silence de la pièce comme une lame. Sylvia se tourna vers la machine, la panique gravée sur son visage. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle presque sans voix en serrant encore plus fort la main de Francine, ses yeux remplis de larmes scrutant le corps fragile de sa fille, cherchant désespérément un signe d'amélioration. Arthur se leva immédiatement, la tension évidente dans chacun de ses mouvements. « Infirmière, nous avons besoin d'aide ici maintenant » s'exclama-t-il, sa voix chargée d'urgence. Francine semblait immobile, inconsciente du chaos qui se déroulait autour d'elle. Sylvia se pencha sur sa fille, essayant de la rejoindre avec ces mots. « Mon amour, reste avec moi.
Tu promets d'être forte, nous sommes là avec toi, s'il te plaît Francine, écoute-moi, implora-t-elle, les larmes coulant inlassablement sur son visage. Elle caressa le visage pâle de sa fille comme si le toucher pouvait la ramener. J'ai besoin de toi, ma petite, ne me quitte pas maintenant, répéta-t-elle, sa voix faiblissant à chaque mot. Arthur fit les 100 pas, les poings serrés comme s'il essayait de lutter contre le désespoir qui le consumait. Quand l'infirmière entra en trombe, suivie de 2 médecins, il recula, laissant l'équipe médicale s'approcher. « Elle s'aggrave, faites quelque chose !» s'exclama-t-il, sa voix remplie de désespoir. L'équipe réagit rapidement, ajustant l'équipement et administrant des médicaments tandis que le son du moniteur devenait de plus en plus intermittent. Sylvia ne pouvait détacher ses yeux de sa fille, ses mains tremblantes essayant de rester proche même si les médecins la repoussaient. « Sauvez-la, ne laissez pas ma fille partir !» implora-t-elle, sa voix presque un cri. Arthur posa une main sur son épaule, essayant de lui transmettre de la force, mais son propre visage était empreint d'angoisse. « Ils essaient, Sylvia. Nous devons croire qu'elle va s'en sortir, » dit-il, mais ses mots semblaient aussi fragiles que le souffle de Francine. Les médecins travaillaient avec précision, mais le temps semblait conspirer contre eux. Le son continu du moniteur annonça finalement le pire. « Non !» Sylvia murmura, ses genoux cédant alors qu'elle se penchait sur Francine. « Non, ça ne peut pas être, » implora-t-elle. « S'il te plaît, ma fille, réveille-toi, réveille-toi » cria-t-elle en tenant le corps immobile de la jeune fille dans ses bras. Arthur resta à ses côtés, ses larmes silencieuses coulant alors qu'il observait la scène, incapable de trouver les mots. Les médecins tentèrent pendant quelques minutes de plus, mais en fin de compte, l'un d'eux soupira, baissant la tête. « Je suis désolé, » dit le médecin d'une voix lourde de chagrin. Sylvia sanglota bruyamment, s'accrochant au corps de sa fille, refusant d'accepter ce qui se passait. Arthur, les yeux fixés sur la ligne plate du moniteur, ressentit un vide écrasant comme si tout l'air avait été aspiré de la pièce. Le silence qui s'ensuivit était assourdissant. Le son des machines fut coupé, mais l'atmosphère de désespoir persistait. Sylvia continua d'embrasser sa fille, sa voix maintenant un murmure faible. « Tu promets de rester avec moi ? » « Je promets de prendre soin de toi, » répondit Francine. « Pourquoi cela arrive-t-il » répéta-t-elle alors qu'Arthur s'agenouillait à leur côté, posant une main sur l'épaule de Sylvia. Soudain, une infirmière remarqua un léger tremblement dans le bras de Francine. « Attendez, quelque chose se passe » s'exclama-t-elle, attirant l'attention de tout le monde dans la pièce. Les yeux d'Arthur s'écarquillèrent tandis que Sylvia regardait Francine avec un mélange d'espoir et d'incrédulité, mais le moniteur resta silencieux, la ligne plate inchangée. Le tremblement ne se reproduisit pas, laissant tout le monde incertain de ce qu'il fallait penser. Soudain, un son inattendu brisa le silence oppressant de la pièce, un léger soupir presque imperceptible venant de Francine. Sylvia, les yeux toujours larmoyants et fixés sur le visage de sa fille, remarqua le léger mouvement de sa poitrine. « Elle respire !» s'écria-t-elle, sa voix chargée d'un mélange d'espoir et d'incrédulité. Arthur se leva brusquement, regardant la jeune fille avec des yeux écarquillés. « Francine, elle revient !» s'exclama-t-il, attirant l'attention des médecins et des infirmières. L'équipe médicale réagit immédiatement. L'un des médecins ordonna fermement. « Préparez le défibrillateur, essayons de la stabiliser. » Les infirmières commencèrent à bouger rapidement, ajustant l'équipement et apportant le chariot d'urgence. Un autre médecin commença à effectuer des compressions thoraciques sur Francine tandis que Sylvia était doucement déplacée pour laisser l'équipe travailler. « Tiens bon, ma fille. Reste avec nous » cria-t-elle, ses mains tremblantes alors qu'Arthur essayait de la calmer. L'atmosphère dans la pièce changea radicalement, passant d'un sentiment de perte à une course contre la montre. Chaque mouvement de l'équipe médicale semblait porter le poids des espoirs de Sylvia et d'Arthur. Un pouls faible mais présent fut annoncé par l'un des médecins, sa voix ferme mais pressée. « Le défibrillateur est prêt, équipe, tout le monde écartez-vous. Charge, prêt, essayons. » Le choc fut délivré et le corps de Francine donna un léger sursaut. Le moniteur cardiaque, qui affichait auparavant une ligne plate, montra maintenant de petites fluctuations. « Préparez une autre charge », dit le médecin alors que tout le monde dans la pièce regardait avec tension. Le deuxième choc fut délivré et cette fois, le moniteur montra un rythme plus constant. « Elle revient, le rythme cardiaque se stabilise », informa l'une des infirmières. L'équipe médicale poussa un soupir de soulagement. Sylvia tomba à genoux, couvrant son visage de ses mains en sanglotant. Arthur s'agenouilla à ses côtés, posant une main réconfortante sur son épaule. « Elle est de retour, Sylvia. »
Francine est de retour, dit-il, sa voix étranglée par l'émotion. Sylvia leva les yeux, voyant le visage de Francine commencer à retrouver une couleur plus saine. « Ma fille, tu es si forte, mon amour », murmura-t-elle, se rapprochant pour tenir la main de la jeune fille. Les yeux de Francine s'ouvrirent lentement, encore fatigués mais clairement vivants. Elle tenta de parler, mais sa voix était à peine un murmure. « Maman » appela-t-elle, regardant autour d'elle avec difficulté. Sylvia serra sa main fermement, les larmes coulant librement sur son visage. « Je suis là, mon amour. Je suis là. Je ne te quitterai plus jamais, » répondit-elle, sa voix chargée d'amour et de soulagement. Arthur sourit, sentant une vague d'émotion le submerger. Il se rapprocha, regardant Francine avec tendresse. « Vous nous avez fait bien peur, mais je savais que tu étais forte. Je suis si fier de toi, Francine, » dit-il, sa voix tremblante alors qu'il essayait de retenir ses larmes. Francine le regarda et sourit faiblement, comme reconnaissante de sa présence. Les médecins continuèrent de surveiller Francine, mais maintenant avec des sourires discrets sur leur visage. Elle a besoin de repos, mais elle n'est plus en danger immédiat. Hugh peut rester avec elle, mais elle a besoin de paix et de calme, expliqua le médecin principal en regardant Sylvia et Arthur. Tous deux acquiescèrent, leurs yeux ne quittant jamais Francine, comme craignant que le moment de joie puisse s'échapper. La salle, autrefois remplie de tension et de désespoir, était maintenant remplie d'un sentiment de soulagement et de renouveau. Francine, bien que toujours fragile, avait surmonté l'impossible et sa respiration régulière était le son le plus beau que Sylvia et Arthur pouvaient entendre. Ils savaient que la route à venir serait encore longue, mais à cet instant, le miracle de la vie avait prévalu et cela suffisait à raviver l'espoir dans leur cœur. Des années s'étaient écoulées depuis que Ronald avait été emprisonné. Sa vie, autrefois en ruine, n'était plus qu'une ombre de ce qu'elle avait été. En quittant la prison, il ne portait qu'un sac à dos avec des effets personnels simples et un visage marqué par le temps et le regret. Les rues qu'il connaissait si bien semblaient différentes, comme si la ville avait avancé pendant qu'il restait figé dans le temps. La solitude l'accompagnait à chaque pas et le vide qu'il ressentait était plus grand que toute punition qu'il aurait pu purger. Une nuit, alors qu'il errait dans les rues illuminées, Ronald s'arrêta devant un théâtre majestueux avec de brillantes affiches annonçant un concert spécial. Francine Torres, virtuose du violon. Le nom le frappa comme un coup direct au cœur. « Francine » murmura-t-il pour lui-même, les yeux écarquillés alors qu'il essayait de comprendre que sa fille, qu'il avait abandonnée et négligée, se produisait maintenant devant un public d'élite. Il n'en revenait pas. Poussé par un mélange de curiosité et de remords, Ronald acheta un billet avec le peu d'argent qu'il avait, puis entra dans le théâtre. Il s'assit au fond, son apparence négligée contrastant avec l'environnement sophistiqué. En attendant, il observa le public comble, des gens discutant avec animation du talent de Francine. Chaque mot qu'il entendait lui rappelait ce qu'il avait perdu. Les lumières s'assombrirent et le théâtre tomba dans le silence lorsque la scène s'illumina. Ronald vit Francine pour la première fois en des années. Maintenant, presque adulte, elle était élégante et confiante, tenant un violon délicatement. Son visage, à peine reconnaissable pour lui, rayonnait de sérénité et de force. Lorsqu'elle commença à jouer, les notes remplissaient le théâtre, chacune chargée d'émotion. Le public était captivé et Ronald sentit une boule se former dans sa gorge. Il ne pouvait pas détacher ses yeux d'elle. Pendant que la musique continuait, les souvenirs du passé envahirent l'esprit de Ronald. Il se souvenait de la petite Francine tenant un morceau de papier avec des dessins, essayant désespérément d'attirer son attention. Il se rappelait les fois où il l'avait ignorée, les mots durs et la dernière fois qu'il l'avait vue, les larmes aux yeux alors qu'elle suppliait de ne pas être emmenée. La culpabilité le brisa et il sentit les larmes couler sur son visage. Lorsque la musique se termina, le théâtre éclata en applaudissements. Francine fit une révérence et Ronald, même hésitant, applaudit avec les autres. Il voulut lui parler, dire quelque chose, n'importe quoi, mais sentit ses jambes fléchir. Finalement, il décida de s'approcher, se dirigeant vers la scène. À la fin de la performance, alors que les gens commençaient à partir, son cœur battait la chamade, se demandant si elle le reconnaîtrait, si elle le lui pardonnerait. Cependant, avant qu'il ne puisse s'approcher, Arthur apparut sur scène et enveloppa Francine dans une chaleureuse étreinte. « Tu étais incroyable, ma fille, je suis tellement fier de toi », dit Arthur en rayonnant. Ces mots résonnèrent dans le théâtre, frappant Ronald comme un coup. « Ma fille » s'arrêta-t-il en plein milieu, observant Arthur rire et converser avec Francine, clairement fière de ce qu'elle était devenue. Sylvia apparut peu après, approchant Francine avec un bouquet de fleurs à la main. « Ma chère, tu étais parfaite,
tout ce dont j'ai toujours rêvé pour toi, dit-elle en serrant sa fille dans ses bras, des larmes de joie aux yeux. Ronald, de loin, vit la scène et réalisa quelque chose qui brisa son cœur. Francine avait trouvé une nouvelle famille. Arthur et Sylvia lui avaient donné l'amour, le soutien et la stabilité qu'ils n'avaient jamais pu fournir. Francine, toujours souriante, leva les yeux et vit Ronald debout dans l'obscurité du théâtre. Pendant un moment, leurs regards se croisèrent. Elle ne montrait ni colère ni haine, seulement une triste sérénité sur son visage, comme si elle avait accepté tout ce qui s'était passé. Elle détourna son regard, se tournant vers Arthur et Sylvia, et Ronald comprit qu'elle avait choisi d'aller de l'avant. Debout au milieu du couloir, Ronald sentit les larmes couler de nouveau. Il savait qu'il n'y avait pas de place pour lui dans la nouvelle vie de Francine, mais il savait aussi qu'elle allait bien, qu'elle avait trouvé le bonheur malgré tout ce qu'il avait fait. Il se retourna et quitta le théâtre, disparaissant dans la nuit tandis que les dernières notes de la musique de Francine résonnaient encore dans son esprit. Après avoir quitté le théâtre ce soir-là, Ronald retourna dans les rues, portant avec lui un mélange de regret et de frustration. Peu importe à quel point il essayait, il ne pouvait effacer la scène de Francine sur scène, accompagnée d'Arthur et Sylvia, vivant une vie dont il ne faisait plus partie. Au fond, il savait que sa fille était mieux sans lui, mais l'orgueil et l'amertume le consumaient. Il commença à boire de plus en plus, dépensant le peu d'argent qu'il gagnait avec des emplois temporaires pour nourrir un cercle vicieux qui ne faisait qu'augmenter sa colère. Les mois passèrent et Ronald redevint l'ombre de l'homme qu'il avait toujours été, agressif, imprudent et plein de ressentiment. Il se disputait fréquemment avec des connaissances et cherchait des bagarres sans raison. Le rejet qu'il ressentait en voyant Francine avancer avec Arthur et Sylvia ne faisait qu'alimenter son comportement destructeur. Une de ces nuits, ivre et furieux, il entama une dispute dans un petit bar. Son ton fort et menaçant attira rapidement l'attention et d'autres clients essayèrent de le calmer en vain. « Tu penses pouvoir me dire ce que je dois faire ? Personne ne me dit ce que je dois faire !» cria Ronald en poussant un homme qui avait tenté d'intervenir. Il se tourna vers la porte, trébuchant en quittant le bar. La rue était animée avec des voitures passant à toute vitesse, mais Ronald, aveuglé par la rage, ne remarqua pas le danger. Il continua de crier pour lui-même, marmonnant des choses sur Arthur, Sylvia et même Francine, « Cette fille ingrate, ils m'ont tous trahi !» Il râlait, les poings serrés, marchant de manière erratique sur le trottoir. Un des hommes qui était sorti du bar derrière lui tenta de le stopper. « Ronald, retourne à l'intérieur, tu es ivre, tu vas te blesser », le prévint-il, mais Ronald l'ignora. « Laisse-moi tranquille, je n'ai besoin de personne », rétorqua-t-il en repoussant l'homme. Il trébucha jusqu'au bord de la route, les phares d'une voiture arrivant de l'autre côté brillant intensément. Dans un moment de pure imprudence, Ronald s'avança en continuant de crier, ignorant le véhicule approchant rapidement. Le conducteur tenta de freiner, mais il était trop tard. L'impact fut brutal et Ronald fut projeté sur le trottoir, tombant de manière maladroite. Le bruit de l'accident résonna dans la rue et tout tomba silencieux pendant un instant, tandis que les passants regardaient choqués. Le conducteur sortit de la voiture en désespoir, appelant à l'aide, mais il était évident que Ronald ne survivrait pas. Il gisait dans la rue, immobile, le trottoir autour de lui taché de sang. Ses yeux, toujours ouverts, semblaient fixer le vide, comme s'il faisait face au poids final de tous ses choix. Sa vie, marquée par de mauvaises décisions et des comportements destructeurs, prit fin de manière abrupte et tragique. Plus tard, lorsque la nouvelle se répandit, Arthur et Sylvia apprirent l'accident. Bien qu'aucun d'eux n'eût de sentiments positifs envers Ronald, ils ne purent s'empêcher de ressentir une légère douleur face à la fin de sa vie. Francine, en entendant parler de l'incident, resta silencieuse pendant longtemps avant de dire d'une voix calme et mélancolique « Je lui pardonne, mais je ne peux pas oublier ». La mort de Ronald marqua la fin d'un chapitre douloureux dans la vie de chacun. Pour Francine, ce fut un moment de clôture définitive, lui permettant d'avancer sans l'ombre du passé. Pour Arthur et Sylvia, ce fut un rappel de la façon dont les choix façonnent le destin et comment, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours la possibilité de transformation et de rédemption, quelque chose que Ronald n'avait jamais réussi à atteindre. Les années passèrent et la vie apporta enfin calme et stabilité pour Francine, Sylvia et Arthur. Après tant de défis et de douleurs, ils réussirent à construire une nouvelle réalité basée sur l'amour et le respect mutuel. Francine, qui était autrefois une fille fragile et marquée, était maintenant une jeune femme forte et déterminée, reconnue pour son talent de violoniste. Sa musique, chargée d'émotions, touchait le cœur de tous ceux qui l'entendaient, comme si chaque note racontait l'histoire de sa résilience. Sylvia, à son tour,
avait trouvé un emploi stable et continuait d'être le pilier d'affection et de sagesse qui soutenait la famille. Arthur, qui avait dédié sa vie à soutenir Francine, était devenu un père à part entière, toujours à ses côtés. Et Sylvia et Francine se souvenaient toujours des difficultés du passé, mais elles utilisaient ces souvenirs comme carburant pour avancer. Elle se produisait souvent dans des théâtres combles, émouvant les foules avec son article. Après chaque concert, elle regardait Arthur et Sylvia dans le public, toujours assis au premier rang, les yeux remplis de larmes et les applaudissements chaleureux. Savoir qu'ils étaient là pour l'encourager donnait à Francine une force immense. « Ma musique est pour vous », disait-elle avec un sourire sincère en les rencontrant dans les coulisses après chaque performance. Arthur l'embrassait avec fierté, tandis que Sylvia essuyait discrètement les larmes de joie qui insistaient à couler. Avec le temps, la relation entre les trois devint encore plus forte. Arthur et Sylvia décidèrent d'ouvrir une petite école de musique en l'honneur du parcours de Francine, où des enfants avec des histoires difficiles pouvaient apprendre et se connecter avec l'art. « Chaque enfant mérite une chance de rêver, comme toi », expliqua Arthur à Francine en lui montrant les premiers instruments qu'ils avaient achetés pour l'école. Francine adorait l'idée, chaque fois qu'elle avait du temps entre les concerts, elle aidait à enseigner aux enfants. L'école devint rapidement un refuge pour beaucoup, rempli de rires et des sons de violon, piano et flûte. Un jour, après une performance particulièrement émotive, Francine s'assit avec Sylvia et Arthur dans un café près du théâtre. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange, et le moment semblait parfait. « Comment tu sais que je ne serai pas ici sans vous, n'est-ce pas ?» dit Francine en les regardant avec gratitude. Sylvia prit la main de sa fille et la serra doucement. « Tu as toujours été forte, Francine. Nous avons juste fait ce que n'importe quelle famille ferait, t'aimer et te soutenir. » Répondit-elle en souriant. Arthur hocha la tête, posant une main sur l'épaule de Francine. « Tu nous as donné une raison de nous améliorer. C'est toi qui nous as inspirés, dit-il, les yeux brillants d'émotion. » Malgré tous ses progrès, Francine n'oublia jamais son père biologique, Ronald. Bien qu'il ait été une figure absente et troublante, elle trouva du réconfort en sachant qu'elle avait surmonté les dégâts qu'il avait causés. Un jour, alors qu'elle marchait dans le parc, elle s'arrêta devant un vieil arbre et pensa à lui. « Je te pardonne, mais je choisis d'aller de l'avant, » murmura-t-elle, sentant un poids se lever de ses épaules. Cet acte silencieux de pardon fut libérateur, lui permettant de se concentrer pleinement sur l'avenir qu'elle construisait avec sa mère et Arthur. L'école de musique prospéra au fil des années, attirant l'attention de la communauté locale et même de sponsors. Grâce au soutien financier, ils purent agrandir l'espace et offrir des cours gratuits aux enfants défavorisés. Francine adorait regarder les petits élèves jouer pour la première fois, leurs yeux scintillant d'enthousiasme alors qu'ils apprenaient quelque chose de nouveau. « Tu as un don pour enseigner, tu sais », lui disait Arthur en observant une des classes. Francine riait en secouant la tête. « Je veux juste qu'ils ressentent ce que j'ai ressenti quand j'ai découvert la musique. » « Elle m'a sauvé la vie », répondit-elle sincèrement. Un jour, alors qu'ils étaient à l'école, Sylvia trouva une vieille photo de Francine jouant du violon pour la première fois, toujours sous sa tutelle. Elle apporta la photo dans la salle de classe et la montra à sa fille. « Regarde où tu as commencé et vois jusqu'où tu es arrivé », dit Sylvia, la fierté dans la voix. Francine prit la photo en riant, se souvenant à quel point elle était petite et peu sûre d'elle à l'époque et que tout avait commencé parce que sa mère avait cru en elle. « Maman, merci de ne jamais avoir abandonné », répondit-elle les larmes aux yeux. Arthur aussi fit un effort pour honorer le passé malgré ses luttes. Il organisa un concert de bienfaisance en hommage aux enfants qui avaient passé par l'école, invitant d'anciens élèves à se produire aux côtés de Francine. L'événement fut un succès et la salle fut pleine de personnes venues soutenir la cause. Pendant la performance, Arthur regarda Sylvia et Francine sur scène et ressentit une immense fierté. « C'est plus que ce que j'aurais jamais pu rêver », dit-il à Sylvia, qui acquiesça en partageant le même sentiment. Francine, désormais reconnue internationalement pour son talent extraordinaire, reçut une nouvelle qui la laissa dans un mélange d'euphorie et de doute. Un prestigieux festival de musique à Vienne lui avait envoyé une invitation officielle pour se produire en tant qu'attraction principale. C'était l'opportunité dont tout musicien rêverait, une scène où les plus grands artistes du monde exposaient leurs articles. Cependant, en lisant l'invitation, Francine ressentit une hésitation qui la surprit. Bien que ce soit une chance inouïe, la pensée d'être loin de Sylvia et Arthur, même pour une courte période, la rendait inquiète. Sylvia, sentant la préoccupation de sa fille, s'assit à côté d'elle dans le salon. « Tu penses à refuser ?» demanda-t-elle en tenant la main de Francine avec un regard tendre. Francine soupira en regardant le sol. « Je ne sais pas, maman.
C'est un grand pas, mais que se passe-t-il si quelque chose tourne mal? Et si je ne suis pas prête? Et surtout, et si vous me manquez? Répondit-elle, la voix chargée d'insécurité. Sylvia sourit en serrant sa main plus fort. Ma fille, c'est ta chance de montrer au monde qui tu es. Nous serons toujours là pour t'attendre, mais tu dois y aller et vivre ce moment. C'est ce que tu mérites, dit-elle, la voix ferme mais pleine d'amour. Arthur, qui écoutait la conversation depuis la cuisine, entra dans la pièce avec une tasse de thé pour Francine. Il posa la boisson devant elle et s'assit à côté de Sylvia. Francine, je sais que cela semble effrayant, mais tu as surmonté des défis bien plus grands que celui-ci. Tu as ta place sur cette scène à Vienne et n'oublie jamais, où que tu sois, tu es notre fille. Nous serons toujours là pour toi, peu importe la distance, dit-il avec un sourire encourageant qui fit briller les yeux de Francine. Tu penses vraiment que je peux le faire? Demanda-t-elle en les regardant tous les deux. Sylvia et Arthur hochèrent la tête simultanément, sans hésitation. Avec le soutien indéfectible de sa famille, Francine accepta l'invitation et se rendit à Vienne avec un mélange de nervosité et d'excitation. À son arrivée, elle fut émerveillée par la beauté de la ville. L'air historique et artistique de l'endroit semblait l'inspirer encore plus et elle se consacra entièrement aux répétitions. Le jour de la performance arriva et la grande salle de concert était comble de personnes venant de différentes parties du monde, impatientes de l'entendre jouer. Francine, vêtue d'une élégante robe noire, monta sur scène avec son violon à la main. Avant de commencer, elle ferma les yeux et imagina Sylvia et Arthur dans le public, comme il l'avait toujours fait en l'encourageant. La première note résonna, remplissant l'espace d'une mélodie intense et émotive. Francine joua avec une passion qui transcendait les barrières de la langue, se connectant directement au cœur du public. Chaque mouvement de son archet semblait raconter une partie de son histoire, un voyage de douleur, de surpassement et d'amour. Lorsque la dernière note résonna et que le silence momentané céda la place à une ovation debout, Francine sut qu'elle avait accompli quelque chose de grand. La renommée n'était pas la chose la plus importante, c'était le fait que sa musique avait touché des vies, tout comme elle s'était promis de le faire. Après le concert, alors qu'elle recevait des éloges et des fleurs de la part de personnes influentes, Francine sortit son téléphone et appela Sylvia et Arthur. « Je l'ai fait, dit-elle, la voix étranglée par l'émotion. C'était incroyable, mais rien de tout cela n'aurait été possible sans vous. » Sylvia, de l'autre côté de la ligne, pleura de bonheur. « Nous savions que tu en étais capable, ma fille. Nous sommes tellement fiers de toi, répondit-elle. Arthur, tenant le téléphone, ajouta, « Maintenant, profite du moment, Francine. Tu mérites chaque applaudissement. » Même avec son succès à Vienne et les autres invitations qui suivirent, Francine ne manquait jamais de rentrer chez elle. Sa renommée et sa reconnaissance n'avaient de valeur que parce qu'elle pouvait toujours partager ses réussites avec Sylvia et Arthur. Un jour, lors d'un concert en plein air dans sa ville natale, elle regarda le public et vit ses parents assis côte à côte, souriant fièrement. À ce moment-là, Francine sentit une vague d'émotion envahir son corps. Elle ferma les yeux un instant, prit une profonde inspiration et laissa la musique couler, dédiant chaque note à eux. Lorsqu'elle eut terminé, la foule éclata en applaudissements, mais le plus grand prix de Francine fut de voir Arthur et Sylvia debout, applaudissant avec des larmes aux yeux. Après le concert, Francine les embrassa et dit « Tout ce que je suis, c'est grâce à vous. Merci de croire en moi, même quand je ne croyais pas en moi-même. » Arthur sourit en l'embrassant sur le front. « Tu es une inspiration, Francine, non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui ont la chance de t'entendre jouer, » répondit-il. Sylvia acquiesça en tenant la main de sa fille. « Nous serons toujours là, où que tu ailles, nous sommes ton foyer, » ajouta-t-elle. L'avenir réservait encore de nombreux défis, mais Francine, Sylvia et Arthur savaient qu'ils pouvaient tout affronter ensemble. Chaque jour était une célébration de la vie qu'ils avaient construite, fondée sur la résilience, l'amour et le pouvoir de l'unité. Et bien que Francine continuât de conquérir le monde avec sa musique, sa plus grande réussite serait toujours le foyer aimant et plein d'espoir qu'elle avait aidé à créer. Le matin était radieux, le soleil illuminant le jardin d'Arthur. L'herbe bien entretenue et les fleurs colorées donnaient à l'espace une énergie vibrante, presque magique. Le son des rires et des conversations résonnait dans le jardin où Francine, Sylvia et Arthur étaient rassemblés, célébrant un nouveau chapitre de leur vie. Il était rare qu'ils soient tous ensemble sans engagement ni responsabilité, mais ce jour était spécial. Ils avaient décidé qu'il était temps de simplement profiter du présent sans se soucier du passé ou de l'avenir. Arthur était au grill, ajustant les morceaux de viande tout en discutant avec Sylvia, qui coupait des fruits sur une petite table à côté de lui.
Tu es sûr que ça a l'air bien? Demanda Arthur en regardant les brochettes avec un regard concentré. Sylvia rit en secouant la tête. Arthur, c'est parfait. Tu fais toujours ça et à la fin, tout le monde adore. Détends-toi, dit-elle en mettant une tranche de pastèque dans sa bouche. Pendant ce temps, Francine était assise à l'ombre d'un grand arbre, son violon sur les genoux. Elle ne jouait pas à ce moment-là, se contentant de faire glisser ses doigts sur les cordes, appréciant la chaleur de la journée et le doux son de la brise devant elle. Quelques enfants jouaient joyeusement, courant d'avant en arrière. Ils étaient élèves de l'école de musique qu'Arthur et Sylvia avaient fondée et Francine adorait leur compagnie. « Vous êtes tous prêts pour la grande fin de concert ?» demanda-t-elle en regardant les petits musiciens avec un sourire encourageant. « Oui, professeur Francine, répondirent-ils en chœur, la faisant rire. Bientôt, l'arôme de la nourriture finie flottait dans le jardin et Arthur appela tout le monde à la table. Les enfants se rassemblèrent tandis que Sylvia apportait les fruits et les salades et que Francine aidait à organiser les assiettes. L'atmosphère était remplie de joie et de chaleur humaine, avec des conversations animées et des rires partagés. Pendant qu'ils mangeaient, Arthur racontait des histoires drôles sur la première fois qu'il avait essayé de cuisiner. « J'ai failli mettre le feu à la cuisine, heureusement que Sylvia est arrivée pour sauver la situation, » dit-il, provoquant des éclats de rire de tout le monde. Après le déjeuner, ils jouèrent quelques jeux dans le jardin, y compris un match de volley-ball improvisé avec les enfants. François, qui était étonnamment compétitif, prenait le jeu au sérieux mais riait à chaque fois qu'Arthur tentait un mouvement et ratait complètement. Sylvia, qui ne voulait pas rejoindre le jeu, restait sur la touche, encourageant tout le monde et prenant des photos avec un sourire satisfait. À mesure que la journée s'achevait, ils se rassemblèrent tous pour regarder le coucher du soleil. Arthur serra Sylvia dans ses bras tandis que Francine s'assit à côté d'eux, posant sa tête sur l'épaule de sa mère. « C'est la vie que nous avons toujours voulu, » dit Sylvia doucement. Arthur acquiesça en la serrant plus fort. « Et c'est la vie que nous avons construite ensemble avec amour et effort, » répondit-il. Francine sourit, se sentant complètement en paix. Pour eux, ce jour n'était pas seulement une célébration, c'était un rappel que malgré tout, ils avaient triomphé.